Bonjour, c'est Romaric Briand. Et comme chaque semaine, fidèle au poste, vous écoutez La Cellule, podcast critique des jeux de rôle. Et je vous en remercie. Aujourd'hui, c'est le 2 octobre. Et le 2 octobre, c'est un jour spécial parce que c'est mon anniversaire. Alors aujourd'hui, vous avez une raison supplémentaire de me soutenir sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme de financement participatif sur laquelle vous pouvez vous délester d'1 € par mois pour soutenir les auteurs que vous aimez. Si vous me donnez 1 € par mois, pour vous, ça fait 12 € par an. Pour moi, ça fait beaucoup. Et paradoxe, si vous me donnez ainsi quelques euros pour mon anniversaire, c'est vous qui recevrez des cadeaux. Parce que derrière le paywall du Patreon, il y a tout un tas de jeux inédits. Vous aurez donc Cetra, le jeu sur lequel on a consacré notre podcast la semaine dernière. Vous aurez Secret of Aeons, mon prochain jeu en avant-première, et vous pourrez formuler des critiques, faire d'ores et déjà des retours. Vous découvrirez également des podcasts inédits. Plus aucune raison de ne pas souscrire à ce Patreon. Tapez Romaric Briand dans Patreon et retrouvez-moi pour me soutenir. Allez, gros bisous à vous. Je vous laisse avec la Sainte Vache. La Sainte Vache. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Ça fait 17 ans que vous nous entendez, 17 ans qu'on vous emmerde avec du jeu de rôle et du jeu de société. On vous emmerde avec Flavie. Flavie, bonjour. Fallait pas dire le nombre d'années. Oui, je sais que t'aimes pas ça. Et nous sommes avec Sian. Sian, ça va la pêche? Ça va très très bien. Je ne suis que l'ombre du grand Globo, mais non. Voilà. Qu'est-ce que tu nous dis encore? Je suis... Globo n'est que l'ombre de Sian. Exact. Ah, enfin quelqu'un qui est lucide. À l'ombre de Sian, le Globo s'épanouit. Voilà, un grand homme doit tout à une grande femme, c'est bien connu. Et ses barbes poussent de jour en jour, c'est incroyable. Bonjour, chers auditeurs. Il va falloir changer, Globo, il va falloir bientôt changer ta vignette aux 3 trolls si ça continue comme ça. Une belle beubare. Oui. Il faut qu'on aille voir notre troisième acolyte IRL et qu'il constate. En Auvergne. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé du 3 trolls de la semaine dernière? Tel troll alors qu'il n'est pas enregistré, j'adore faire ça. Oserais-je dire que t'es rien qu'un grand troll? Absolument. Et nous sommes également avec Antoine, ça va la pêche. Salut, ça va? La banane. Ouais, depuis la semaine dernière. La pêche. Avec Roberto. Eh bien oui, aujourd'hui, on va parler de jeu de rôle. Mais oui. Et oui, et d'un jeu de rôle que tu as traduit. J'allais dire que tu as trahi. J'allais commencer. Tu vois. Alors je l'ai traduit, malheureusement. J'ai essayé de demander à l'auteur si je pouvais le traduire. Et il t'a dit? Et il m'a jamais répondu. Mais je sais pas s'il a. Il t'a pas traité de sainte vache. Voilà, peut-être que je l'ai pas contacté par le bon canal. Enfin bon, on verra. Bref. Okay. Donc oui, le jeu s'appelle Santa Vaca. Il a été sorti par le grand John Wick, pas le héros des films. Celui avec les mitraillettes. Mais joué par Keanu Reeves. La boucle est bouclée. Non, c'est pas lui. C'est The Real John Wick, comme il s'appelle. C'est l'auteur de La Légende des 5 Anneaux au départ. Et puis après, il a été très connu pour avoir écrit Dirty MJ, qui est un peu contesté. Enfin voilà, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent. C'est toi le Dirty MJ. Et mais non. Et donc en 2014, une punchline. Ton Dirty MJ. Voilà, ça va être dur. La soirée va être longue. J'espère. On est un peu dans le sujet, oui. J'espère. J'aurais pas dû sortir cette bouteille de vin rouge juste avant. D'ailleurs, à ce propos, elle est pas finie? Non, t'en veux un petit coup? Allez. Bon, alors je reprends, un peu de sérieux. C'est là, ici? Ouais. Donc voilà, en 2014 sort Donjons et Dragons 5. Il lit le truc, il dit moi ça m'inspire. Je vais aussi sortir mon Donjons et Dragons à moi. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et donc il a repris ce qu'il estime être les grands axes, tu vois, les caracs, les points de vie, les alignements, ces trucs-là. Il a tout mélangé, il l'a passé dans le mixeur à sa sauce et il a sorti Santa Vaca. Qu'est-ce qui m'intéressait là-dedans, me direz-vous? Oui, bonne question. C'est que, en fait, avant ça, il avait sorti d'autres jeux avec un système un petit peu novateur. Moi, je sais ce qui t'avait intéressé, c'est d'avoir un Donjon et Dragon fonctionnel. Non, c'est méchant ça. Donjon Dragon est fonctionnel. C'est le jeu de rôle. Il n'existe rien en dehors de Donjon Dragon. Tout est PMT, je vous le rappelle. Tout est porte-monstre trésor. La fameuse théorie de Globo. Voilà. Bon, bref, je me recentre. Donc, en parallèle, il a sorti d'autres jeux avec un système qui est un peu innovant. C'est-à-dire que quand un joueur fait un jet de dés au profit de son personnage, ça n'est pas pour savoir si le personnage réussit ou rate
son action, c'est pour savoir qui a le droit de raconter ce qui va se passer. Si le joueur rate, c'est le MJ qui raconte. Si le joueur réussit, c'est le joueur qui raconte. Oui, Flavie. Au final, il rend finalement explicite une règle qui existe de façon tacite à de nombreuses tables de jeu, au final. À l'époque où il le sort, ça fait un peu un ovni, tu vois. Aujourd'hui, en 2025, ça va mieux. Quand il sort Houses of the Blooded, je sais pas quand c'est sorti, mais ça a au moins une bonne dizaine d'années. Ah, c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était... Ça fait un peu waouh. Tu vois, on se dit, mais comment on peut jouer les joueurs, ils ont le droit de décider des trucs, incroyable, mais qu'est-ce qu'on fout du scénar? Enfin, bon, bref. Oui, parce que c'est pas que cosmétique. Je suis d'accord avec Flavie sur un point, c'est que c'est vrai qu'en général, on laissait le joueur décrire un petit peu comment il réussissait l'action. Ouais. Mais là, c'est pas ce que tu dis. Ça va plus loin, c'est qu'il décrit les conséquences de l'action réussie aussi. C'est ça la différence, je pense. Et il prend carrément l'autorité sur la narration du meneur, qui habituellement était octroyée au meneur de jeu. Voilà, ce que dans ces jeux à lui, il appelle le privilège. Si tu réussis ton jet de dés, tu gagnes le privilège. Et mieux tu le réussis, plus tu as le droit d'ajouter des détails. Et donc, tu as le droit de dire que tu réussis, tu as le droit de dire que tu rates, tu as le droit de rajouter en détail que tu as raté, mais en fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et machin, etc. Oui, Flavie? Du coup, tu as le droit de faire du drama? Tu as le droit de faire tout ce que tu veux. Trop bien, parce que si tu réussis ton jet, mais que tu as envie que ce soit du drama, tu peux raconter un truc horrible. Voilà, trop bien. Tu fais ce que tu veux. Et donc, alors pourquoi j'en suis venu à ça, moi? C'est il y a 5-6 ans à peu près, je voulais montrer au grand public qu'on pouvait faire des parties de jeux de rôle sans scénario. Et avec ce système-là, si quelqu'un arrive sur une scène de crime, dit je fouille, je cherche des indices, moi je vais lui dire tu fais un jet de fouille ou de perception ou du je sais pas quoi, et s'il réussit, je lui demande alors qu'est-ce que tu as trouvé comme indice, tu vois. Comme ça, je me fais pas suer à écrire un scénario. On pourra en revenir là-dessus dans le débrief. Si on ah, d'accord. Donc c'est militant, je vais aux Utopiales, je veux montrer à tout le monde, à la Terre entière, qu'on peut jouer sans scénar. Et en fait, ça marche bien, on s'amuse bien, on se l'est fait une paire de fois avec Sian, nous on aime bien ça, et donc je vous propose de découvrir le truc. Oui, avec grand plaisir. Et du coup, ça s'appelle Santa Vaca parce qu'on démarre à la fête de la Sainte Vache? Alors, ça s'appelle Santa Vaca parce que pour John Wick, Donjons et Dragons est la vache sacrée du jeu de rôle. Et donc, et quand il a sorti les règles de Santa Vaca, il a déliré jusqu'au bout. Il a dit, et je vais vous le faire comme moi je les ai lues quand j'étais petit. C'est-à-dire des règles incompréhensibles, incomplètes, où je mets pas tout, et où il faudra que vous bouchiez les trous vous-même. Voilà. Donc si un jour, chers auditeurs, vous allez sur le site de John Wick, acheter le PDF, il coûte pas cher, il doit coûter $5, et vous téléchargez le truc, eh ben, vous aurez un jeu pas complet, pas fini... Mais voilà, moi j'en fais des trucs quand même. Pas complet, pas fini, mais comme beaucoup de jeux à l'époque. Ouais. Comme tout jeu de rôle. Comme moi, je me demande si, en 5 volumes. C'est toi. Sian, écoutons Sian plutôt, Globo. Juste une seconde, je me demande si sous couvert de dire non, et puis alors les joueurs peuvent donner leur vision un peu aussi de la façon dont ça se passe, etc. On leur donne une fausse liberté que le MJ tout-puissant, du coup, distribue à sa bonne grâce. Ah, tu penses qu'il y a une illusion? Jusqu'à quel point ça ne serait pas encore plus manipulateur et manichéen que dans un JDR normal? Mais non. Je vois une sorte de sourire sadique caché sous la barbe. C'est pas une sorte de sourire sadique, c'est un sourire sadique. C'est un Ce soir, je ne serai pas la comtesse. Ah d'accord, très bien. Référence à Macadabre. Oui, Antoine, toi, t'as lu le jeu Santa Vaca un petit peu, t'as regardé? Non. J'ai téléchargé, mais je comptais le lire plus tard, quoi. Mais... D'accord, il dit qu'il a téléchargé. Ça a coupé un petit peu. Par contre, tu as vu du Play to Lose. Tu me disais en préparation du podcast. Ouais, j'ai vu une vidéo de John Wick parler du jeu et voilà. D'accord. Mais apparemment, on lance les dés si on, on décide de l'échec et de la réussite. Oui, celui qui réussit le jet de dés dit ce qu'il veut. Dans les particularités, c'est que tout le monde peut lui faire des suggestions. Mais c'est celui qui a réussi le jet de dés qui a le dernier mot et qui décide de ce qui sera retenu dans le maelstrom pour la suite de la partie. C'est pour ça que John Wick l'appelle le privilège, en fait. Mais tout le monde peut faire des suggestions. Tout le monde dit « ce serait trop cool si... etc. D'accord. Et ça, il l'explique dans la base. C'est intéressant, ça. Alors, je me souviens plus parce que, en fait, la base, je l'ai lu, je l'ai traduite il y a longtemps. Ouais. Elle est disponible sur Itch.io.
Voilà. Je le dis rapidement, Santa Vaca. Et depuis, moi, si tu veux, à force d'y jouer, j'en suis un peu venu à faire ma sauce, tu vois. C'est pareil, ce soir, on va faire une partie de western. Au départ, c'est pour faire du Donjons et Dragons, du Medfan. Donc, je reprends juste la mécanique de jeu de base. Et après, je fais ma sauce, quoi. Et d'ailleurs, tu me disais, ce soir, on va jouer plutôt un hack, finalement, de Santa Vaca. Un hack de Santa Vaca, puisqu'on va jouer dans une ambiance western. Super. Et ben merci beaucoup, Globo. À tout à l'heure. Merci. On va jouer et c'est parti. Si tu as besoin du micro, Fly, je vais me rapprocher. Ok, donc fin de la partie de Santa Vaca. Qui en fait n'a été constituée que d'une seule scène au final. Ouais, tout à fait. Une scène d'attaque de train. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, peut-être un petit tour de table. Antoine, déjà, tu t'étonnais parce que tu as fait un débrief hors des micros qui était quand même très intéressant. C'est donc le dispositif, tu disais que en relisant les règles de Donjons et Dragons, tu réalisais que le dispositif classique du jeu de rôle, c'est que quand on réussit ou quand on rate un jet, dans les deux cas, c'est le MJ qui décrit ce qui se passe. Oui, non, mais parce que je débarque, donc moi j'ai très peu d'expérience déjà en tant que joueur. J'ai dû faire 4 parties dans toute ma vie en tant que joueur, vraiment. Et j'ai que du MJ et que des jeux de rôle indés en fait. Et l'appel de Clu-Clu. Et du Star Wars. Mais dans du Star Wars, c'était le nouveau Star Wars, il y avait un système un peu spécial quand même. D'accord. Mais donc là, je découvre qu'en fait, quand tu réussis, c'est le MJ qui décrit. Normalement, dans D&D, le jeu c'est traditionnel. Et tu faisais une remarque très intéressante. Tu disais, en fait, moi, je croyais qu'on jouait toujours au jeu de rôle comme on a joué ce soir. Ouais. Ça, c'est intéressant. Non, mais c'est très cool. Que c'était un peu la base, quoi. Voilà. Que quand on réussit une action, on décrit ce qui se passe. Oui. Voilà. Et en fait, c'est quelque chose de très moderne. C'est ça qui est rigolo. Ouais, mais c'est marrant parce que du coup, voilà. Je voulais juste je referme la parenthèse. C'est intéressant aussi de savoir d'où tu vas parler pendant le débrief aussi, de dire. Moi, je commence le jeu de rôle en 2013, pas plus tôt. Voilà. Ok. J'ai commencé très tard, moi. Ouais. Je suis pas du tout. Ouais, alors que Sian et Globo, vous jouez au jeu de rôle depuis combien de temps ? T'as vu ? C'est un petit Tipeee, Sian. Comme dans tu as vu mon petit Tipeee ? Non, mais c'est mignon, c'est un tout petit jeune joueur, c'est craquant. Non, mais ça va être intéressant parce que dans le retour que tu vas faire, forcément, ça va jouer énormément. Et tu disais que donc, tes premières parties de jeu de rôle, ça a été avec Sombre. Et dans Sombre, le MJ te laissait décrire ce qui arrivait à... Non, mais dans Sombre, c'est très particulier. C'est un truc, mais Sombre, on a fait les scénarios du commerce, quoi. Donc, c'est vrai que t'as pas trop de liberté. Voilà. C'est exactement ce qui se passe. Oui, dans Sombre, c'est particulier. Parce que dans Sombre, c'est quand tu réussis, tu décris ce qui se passe. Non. Dans Sombre, c'est du jeu de rôle tradi à l'ancienne. C'est le MJ qui te dit ça réussit, ça rate. Il me semblait bien aussi. Voilà. Okay. Très bien, ok. Entendu. On commence par toi, Globo. Est-ce que c'était une partie prototypique de Santa Vaca ? En partie seulement. Ce qui est prototypique, c'est que j'ai pas eu le temps d'exploiter tous les détails qu'on a mis à la création de partie. Ouais. Donc à 5 joueurs pour un one shot de 2 heures, j'ai toujours trop d'infos. On reviendra sur cette partie-là. Ouais. Et ce qui n'était pas prototypique aussi, c'est l'expérience que vous aviez vous, puisque d'habitude, je joue en convention avec des gens qui sont beaucoup moins expérimentés sur le jeu de rôle, les dispositifs du jeu de rôle, comment ça marche, etc. Et on reviendra peut-être sur notre incompréhension. Il y a des niveaux différents en plus, parce que je précise qu'on a joué avec notre fils de 12 ans, et Soren, et donc du coup... il avait l'air bien dans le truc, lui. Mais tu vois, c'est marrant, parce qu'on avait à la table, je pense, des niveaux de jeu et des expériences et des vécus de joueurs et de joueuses très différents. C'est pour ça que je revenais aussi sur le cas particulier d'Antoine, parce que je pense qu'on était tous des joueurs très particuliers au final autour de cette table. Et du coup... Paradoxalement, il y avait peut-être plus enfin bref, c'était plus hétérogène. Hétérogénéité. Merci. Alors, on reviendra après sur des mots compliqués. Que dans les parties que je fais d'habitude. Ouais, plus compliqué à gérer. Ok, d'accord. Donc ça, c'est intéressant à noter. J'ai trouvé que ça devait être très dur d'être MJ de ce jeu-là. J'ai trouvé que tu étais dans une position qui n'était pas facile. Alors peut-être à cause de cette hétérogénéité. Ouais, ça dépend des gens que j'ai en face de moi. Par exemple, Fly, c'était un joueur très facile à gérer.
elle a plein d'idées, elle réussissait elle réussissait bien ses jets de dés, elle. Alors on va en parler après. Et elle faisait des propositions naturelles et dans le canon esthétique du jeu, quoi. Non, vas-y, décris tes méthodes. En gros, l'idée, c'est que déjà, tu as annoncé qu'on allait faire un truc de Far West et que ça allait pas durer très longtemps. Donc moi, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que je vais faire un personnage assez stéréotypé. Et comme on est dans le jeu de rôle classique, je sais que je vais avoir besoin de monter des compétences de base. Donc, dans le jeu de rôle, qu'est-ce que c'est une compétence de base? Un truc pour se battre, un truc pour se défendre et un truc pour avoir l'air cool. Donc, en gros, j'ai monté 3 compétences sur ma fiche. J'ai monté violence pour avoir un truc à faire pour me défendre, pour attaquer, un truc pour me défendre, j'ai mis résistance, et un truc pour avoir l'air cool, j'ai mis gueule. Et le reste, j'en ai rien à foutre. Ok. Et ensuite, du coup, dans les compétences que j'ai montées, j'ai mis un truc pour aller avec violence, tir. J'ai mis un truc pour avoir l'air cool, séduction. Et j'ai monté, je savais pas trop quoi monter à côté, donc j'ai monté perception parce que je me suis dit que ça me permettrait de repérer les trucs, et j'ai mis intimidation pour pouvoir me défendre. Et voilà, en fait, je me suis pas pris la tête. Et ce qui fait qu'ensuite, quand je joue dans ce type de jeu, les types de jeux à la donjon où je vais pouvoir choisir un peu comment gérer en fait certaines choses, je pousse toujours le système un peu, c'est-à-dire que je vais voir jusqu'à quel point on m'autorise à utiliser mes caractéristiques et mes compétences pour faire certains types d'actions. Donc j'ai besoin de voir quelque chose très loin. Si je prends que perception, j'ai pas assez. En plus, c'est dans mes compétences. Par contre, si je m'arrange pour trouver un truc qui va avec violence, là où j'ai le plus de carac, je vais pouvoir voir. Donc, en fait, j'essaye de voir avec le MJ. Est-ce que par hasard, je pourrais essayer de viser la boucle de la selle du cheval qui est très très loin? Parce que tu comprends, je veux essayer de savoir ce qui se passe là-bas, mais du coup, c'est plus pour faire tomber de la selle. Et du coup, je sais très bien que là, en additionnant ma violence, ma perception et les petits bonus que j'ai en plus avec des petites choses à côté, parce que je suis pistolero et parce que je suis cowgirl, machin et tout, je sais que je monte jusqu'à 18, donc j'ai très peu de chances de me tromper. Et en plus, si j'arrive à faire un gros jet qui monte jusqu'à 18 mais qui ne le dépasse pas, je vais avoir des trucs à décrire en plus. Donc, je pousse le système. Donc, moi, c'est ce que j'appelle tricher. C'est-à-dire qu'en fait, tu utilises un trait qui n'a rien à voir, donc la violence, pour voir de la perception. Mais c'est tricher, mais c'est autorisé, tu vois. C'est un peu comme dans le jeu des inconnus, tu vois. Je triche, mais j'ai le droit. Parce que tu fais l'effort de trouver une bonne idée, une idée imaginative pour faire appel. Tu vois, elle tord un peu le truc, mais elle triche pas vraiment. Le truc, c'est quand même une scène où il y a 20 sudistes qui foncent sur un train. On ne sait pas encore que c'est des sudistes à ce moment-là. C'est parce que j'ai réussi cette scène-là. En tout cas, il y a des gens menaçants qui se dirigent vers le train. Donc, en tout cas, c'est pas déconnant d'utiliser son flingue pour viser, perception, ça passe. Mais tu vois, on est à la limite. On est à la limite du détournement de caractéristiques, mais ça passe. Ça reste cool et plutôt dans la scène. Alors, pour expliquer rapidement quand même le système avant de rentrer dans ces détails, donc on a des caractéristiques que sont la violence, la rapidité, la résistance, la ruse, l'intuition et la gueule, qui vont être tirés. Alors, on va tirer au sort des chiffres collectivement qu'on va ensuite répartir dans ces caractéristiques. Ça veut dire que là, on avait fait le tirage 8, 9, 9, 13, 12, 11. Tout le monde a commencé avec 8, 9, 9, 13, 12, 11 à répartir dans les caractères que je viens de citer. Je rappelle, violence, rapidité, résistance, ruse, intuition et gueule. Donc, on a tous, certains ont choisi de mettre la gueule en plus. Et là, ce que disait Flavie à l'instant, c'est qu'elle a choisi de privilégier la violence, la gueule et la résistance. Et la résistance, c'est un one-shot, ça va être du violence, ça va être du rapide, on va mettre du 200 dB directement, donc on se pose pas de questions, la police de la fête intervient et on met le maximum. C'est la loi du cow-boy, la loi du patron. Là où moi... globalement, j'ai fait l'inverse de ce que je fais à Cthulhu. Cthulhu, mon but, c'est de mettre le plus de compétences possible entre 20 et max 60 et de pouvoir les utiliser au max
pour essayer de faire un maximum de choses. Tu mets un maximum de compétences moyennes. Voilà, alors que là, tu as mis les potards en fait, à l'extrême. Mais parce que sur la fiche de Cthulhu, tu sais pas exactement à quoi tu vas être confronté. Voilà. Donc le but, c'est de vraiment disperser tes œufs. Là, quand je vois une fiche comme ça, en fait, il n'y a pas énormément de caractéristiques. Donc mon but, c'est de les limiter sur un minimum de paniers. Très bien. Pour pouvoir... alors, du coup, mon perso... Pour pouvoir avoir un personnage caricatural et facile à jouer. Voilà. Et en fait, surtout, j'avais prévu que mon perso, du coup, si à un moment, il y avait un moment où on me posait des questions et tout, elle est badass, elle est cool, mais elle est con comme un panard, quoi. Ouais, bien sûr, évidemment. Voilà. Et c'est pas grave. Je ne comprends pas quand tu parles. Voilà. Et donc, très très bien. Comment elle s'appelle déjà cette actrice là qui joue dans Fast and Furious là, la meuf de Dominic Toretto. Ah, elle est trop cool. Mais oui, c'est elle. C'est mon perso. Voilà, c'est mon perso. Non. Tu dis Sandra Bullock en dehors des micros, mais c'est... je sais plus. Bon, bref, la meuf de... Tout le monde aura reconnu la meuf de Dominic Toretto. Mon but, c'était d'être badass, mais pas très maline. Voilà. Et en fait, je m'en fous, je peux très bien jouer ça, c'est un peu fun même. Donc, en plus de ces caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure, violence, rapidité, résistance, ruse, intuition et gueule, en fonction de notre profession, Globo va nous distribuer des compétences. Par exemple, moi, j'étais businessman, donc j'avais les compétences affaires, jeu, tromperie, discrétion et persuasion. Et donc... qui commençait avec 10 points à répartir, c'est ça ? Voilà, 10 points à répartir. Et donc, en fait, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va additionner toujours, quand on va nous demander un jet de dés, quand Globo va nous demander un jet de dés, on additionnera toujours une caractéristique et la tromperie, et une compétence, par exemple, comme la tromperie, par exemple. Donc, moi, par exemple, si j'avais à un moment donné une ruse à faire, moi, j'avais mis 13 en ruse, et 3 en tromperie, j'étais donc à 16. Je lance le dé 20. Si je fais en dessous de 16, l'action est réussi. Et non, donc, non, tu as le droit de dire ce qu'il arrive. C'est-à-dire, il y a c'est ça, peut-être une incompréhension, c'est que tu obtiens le privilège et tu as le droit de dire si tu réussis ou si tu rates d'ailleurs, mais c'est toi qui décides. Et si tu fais au-dessus de 16, donc 17 ou plus, c'est plus toi qui décides, c'est moi qui décide. Mais moi, je peux te faire réussir si je trouve que c'est cool et si ça sert l'idée que j'ai de... Donc ça veut dire que donc je peux rater un jet de dés, décrire comment je rate un jet de dés en faisant en dessous de la caractéristique. C'est pas toi qui décris. Oui, si tu fais en dessous, si tu fais en dessous, oui. Par exemple, le cas qui va nous occuper tout à l'heure, on va parler de pourquoi on s'est pas compris tout à l'heure. Moi, j'avais réussi, pour moi, dans ma tête, j'avais fait en dessous de la caractéristique, donc j'avais réussi à obtenir ce que je désirais, à savoir me déguiser. Voilà. Et en fait, ce que tu me dis, c'est non, tu n'avais pas réussi à te déguiser. Tu avais obtenu le privilège de décrire ce que tu trouvais. Voilà. Et tu as juste trouvé un déguisement. C'est ça, très bien. Ok, donc tu vois, là, au sortir du jeu, j'avais toujours pas compris ce à quoi j'avais le droit. Désolé. Donc c'est pas grave. Donc ok, très bien. Je dis désolé parce que y a Sian aussi qui a une autre incompréhension. C'était quoi, toi, ton incompréhension, Sian, par rapport au système ? Alors, mon incompréhension, donc moi, ça fait plusieurs fois que je joue en particulier avec à western, avec ce type de démarrage dans un train, mais à chaque fois, l'action, l'histoire, tout va être complètement différent toute manière. Et c'est vrai que là, je sais pas d'où ça est venu, j'ai peut-être pas écouté non plus, je suis pas toujours la bonne élève, et j'avais pas réalisé qu'on était une vraie équipe constituée avant l'histoire. On se rencontre pas par opportunité dans le train, on est tous dans ce train parce qu'on est en mission pour un employeur. Et je sais pas pourquoi, ça a pas atteint le cerveau. Ok. Et c'est qu'au bout d'un moment que j'ai réalisé, mais en fait, ça a impacté fatalement des choix que j'ai pu faire au début, et je suppose que ça peut avoir été la même chose pour toutes les autres personnes qui n'avaient pas réalisé qu'on était une équipe. Moi, j'étais vraiment parti du point de vue, c'était mission impossible. On avait tous une mission à faire, et donc moi, j'étais dans le canon esthétique du chacun a une tâche à accomplir et chacun va bien le faire parce que on est une équipe soudée, etc. Et en fait, pour moi, j'avais vu cette scène comme la scène d'exposition de nos personnages où on va réussir immédiatement, où tout va bien se passer, on va être classe jusqu'au bout, etc. Tu connais pas Globo, mais... Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais c'est pas que moi. C'est-à-dire qu'il y a des péripéties qui sont logiques qu'en fait, les joueurs ont introduit et qui rallongent la scène. Ouais, il y a un joueur particulièrement, Antoine en l'occurrence, qui a rajouté beaucoup d'obstacles, mais de façon ostensible, ils existaient déjà, puisque... Potentiellement... Qui c'est qui a décrit les 20 premiers sudistes qui arrivaient dans le brouillard ? C'est Fly. Donc vous deux, vous avez... Et on verra ça, attends. Donc on en finit sur les mécaniques de jeu. Donc, dans un premier temps, cette histoire donc on obtient le privilège quand on est en dessous de dés. Puis ensuite, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, un petit peu rapidement, il y a ce qu'on appelle les extras.
C'est-à-dire que faire en dessous du jet de dés, donc imaginons que j'ai difficulté 16. J'ai cité tout à l'heure, j'avais 13 en ruse et 3 en persuasion, en tromperie. J'ai difficulté 16. Bon, si je fais 1, j'ai ce qu'on appelle alors c'est écrit une simple réussite sur la... Ouais. Oui, alors je veux dire, c'est écrit réussite sur le truc. En fait, confusant. C'est une vieille carte. D'accord, ok. Et que j'avais traduit à l'époque, mais effectivement, réussite dans le sens privilège. où tu as le privilège. Donc de 1 à 5, simple privilège, 0 extra. Qu'est-ce que c'est qu'un extra? C'est un élément qu'on décrit en plus. C'est-à-dire que par exemple, si je réussis à trouver un déguisement, en l'occurrence, je peux tout à fait, si j'ai 0 extra, je trouve un déguisement, point. Imaginons que je fasse entre 6 et 10. Je vous rappelle que j'ai difficulté 16. Donc dans tous les cas, entre 6 et 10, j'ai toujours le privilège. Si je réussis, j'ai le droit à un extra. Et par exemple, je vais pouvoir dire que c'est un uniforme de colonel. Voilà. Ça, c'est un atout supplémentaire que j'obtiens, un petit extra. Et puis, de 1 à 15, j'ai encore réussite avec 2 extras, je peux ajouter un élément, et le colonel est endormi juste à côté de moi, par exemple. Voilà. Et voilà. Tu pourrais dire, et j'ai le temps de m'habiller sans que personne ne me voit. Voilà, c'est ça, exactement. Donc là, j'aurais obtenu 2 extras. J'ai le droit à 3 extras de 16 à 20, mais bien sûr, au-delà de 16, comme on l'a vu tout à l'heure avec mon exemple de tromperie plus machin, j'avais plus le privilège. Donc là, j'aurais eu 0 extra, puisque c'est toi qui les as du coup. Et si tu fais la cible exacte, tu multiplies par 2 tes privilèges. Voilà. Dernier élément, et après on discute à bâton rompu, c'est l'histoire des extras. Quand on n'a pas d'idée pour un extra, on peut rajouter un D6 dans un bol collectif qui servira pour quelqu'un d'autre à augmenter le résultat. Ou à toi plus tard dans la partie. Voilà, ou à toi plus tard dans la partie, à augmenter son jet de dés quand on a vraiment besoin d'avoir des extras ou envie d'avoir des extras. Voilà, pour le faire très simple. Voilà, maintenant je laisse le micro. Une fois ça décrit, je pense qu'on peut... Alors ça c'est le système de résolution. Voilà. On peut dire aussi que moi, en début de partie, je fais tourner des questions thématiques. Je vais en parler, oui. Très bien. Alors moi, j'aurais bien voulu repartir juste avant le système de jeu, sur comment on commence à jouer, parce que je trouve ça cool. Cool. La première chose qu'on te distribue, en fait, c'est des cartes à chacun où tu vas répondre à des questions qui vont préparer la partie, en fait. Par exemple, que se passe-t-il le soir dans le cimetière? Que va-t-il se passer ce soir dans le cimetière? Et donc, chacun répond avec sa façon de penser, sa façon de jouer, son imagination. Et donc, ça donne une sorte de pot pourri dans lequel on va pouvoir piocher au fur et à mesure de la partie. Je trouve ça cool parce que, bon, là, on a joué que 2 heures, mais ça peut amener carrément une mini-campagne, en fait. Ah oui, oui. Donc déjà, ça, je trouve ça cool. Parce qu'en plus, on met vraiment la sensibilité de chaque personne autour de la table. Donc potentiellement, en tant que MJ, en plus, du coup, on sait ce à quoi les personnes veulent jouer ce soir, en fait. Ouais. Donc c'est presque un système de contrat social. Sur l'attendu de l'histoire. En sachant que tout le monde peut faire des propositions à chaque question, que moi, je vais essayer de les enrichir jusqu'à ce que moi, j'ai une idée claire de ce que je pourrais en faire en partie. Ouais. Tu vois, les questions, elles sont assez simples et un peu ouvertes. Elles pourraient appeler à une réponse simple, et quand les joueurs me répondent trop simplement, moi, je vais creuser et je vais continuer à poser des questions jusqu'à ce que je me dise « Ok, c'est cool, je peux en faire quelque chose ». Alors moi, je ne parlerai pas de contrat social, je parlerai plutôt de direction artistique. C'est-à-dire que les questions auxquelles on répond vont donner l'idée du canon esthétique de la partie à laquelle on veut jouer. Mais pas tellement du contrat social. Oui. Justement, c'est peut-être un des problèmes. Par contre, totalement d'accord avec Flavie pour dire que les questions et les réponses fournies, c'est génial. Parce que ça, effectivement, en plus, ça pose tout de suite des idées très originales, ambiance, tu vois, comme à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a enterré dans le système de dans le cimetière de Old Trade Town, tu vois, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Des gens vont se rassembler dans le cimetière, pourquoi faire? Il y a des soldats qui arrivent en ville, ils escortent quelque chose, c'est quoi? Tout ça, c'est... En plus... C'est des questions qu'on a piochées au hasard dans un plus grand pack de questions. Il se trouve que là, on a pioché 2 questions en rapport avec le... Non, il y avait une question qui n'avait rien à voir, qui était où est cachée la glycérine. Et moi, j'ai dit, elle est enterrée dans la tombe de quelqu'un au cimetière. Il y a quelqu'un qui avait pioché au même moment, mais ça, je ne pouvais pas le savoir. Que se passe-t-il ce soir au cimetière? Et donc, du coup, potentiellement, on aurait eu une scène hyper épique dans le cimetière, quoi. Donc, je trouve ça cool, en fait, que des choses comme ça puissent arriver dessus. Et ça, c'est vrai que moi, je fais tirer une question par joueur. Sur une partie one-shot de 2-3 heures, avoir les réponses à 5 questions, j'ai trop de matériel
pour ma partie en fait. J'arrive généralement à en exploiter bien une ou deux, et puis les autres restent un peu en toile de fond et en ambiance. Et sinon, après cette première chose qu'on fait pour placer la partie, j'ai trouvé cool, tu sais, à Cthulhu, tu lances les dés au hasard pour monter ta fiche de perso. Ouais. Mais là, c'est collectif. C'est-à-dire chacun lance un dé et donc pour les 6 caractéristiques, en fait, chaque joueur à la table va faire un jet de dés et dire voilà, moi j'ai tiré un 10. Et tout le monde place un 10 sur ses caractéristiques. C'est-à-dire qu'en plus, tu fais un pari, tu sais pas quels vont être les autres tirages derrière. Est-ce qu'ils seront meilleurs, moins bons Et ça, j'ai trouvé ça cool, en vrai. Parce que ça collectivise le truc. Et puis, du coup, tout le monde regarde celui qui, d'habitude, n'a pas de chance. Et en fait, ça va, là, ce soir. Enfin, tu vois, il y en a d'autres qui ont vraiment pas eu de bol. Mais du coup, ça donne un personnage qui va avoir en plus des forces et des faiblesses, potentiellement. Donc, c'est plutôt cool. Donc moi, j'ai trouvé ça chouette. Et même si tu as une caractéristique qui n'est pas très haute, si tu gères bien ton système de compétences à côté, tu peux quand même avoir des chances largement raisonnables d'obtenir le privilège. En fait. Ouais, puis les professions permettent aussi de rajouter les professions. Par exemple, moi, j'étais pistolero et ça permet de rajouter des bonus. Il y a 2 points de carac qui sont voilà, rajoutés, mais c'est plutôt cool. Moi, je trouve ça chouette. Okay. Une fois les caractéristiques définies, vous m'arrêtez dès que vous avez des trucs. Donc on a le choix d'un background. Non, d'abord une profession. Excuse-moi. Oui, en fait, grosso modo, le pistolero, c'est plus ou moins le guerrier. L'intellectuel, c'est plus ou moins le magicien, le prêtre, en équivalent donjon, parce que c'est un hack d'un truc un peu donjon. Et le dernier, le businessman, c'est le voleur ou the face, etc. Ah, c'est génial. Très, très, très kiffant. Ça, c'est top. Puis on reconnaît tout de suite les archétypes. Enfin, quand on connaît le Medfan, on reconnaît tout de suite les archétypes et donc on sait exactement ce qu'on va faire. Et derrière ça, comme à Donjons et Dragons 5, on va rajouter un background en plus de la classe. Et c'est ça qui va terminer de typer et de faire la différence entre 2 pistoleros. Background qui va aussi donner un petit pouvoir que finalement, je crois que personne n'a trop exploité dans la partie. Là, ça aurait été abusé, c'était en rapport avec l'équitation. Tu me l'as proposé à un moment, t'es là, non, bah t'as qu'à utiliser équitation, t'es en train de te casser la figure du train. J'étais là, non, là c'est quand même abusé. J'ai tendance à aller vraiment très loin dans les comptes, mais là, franchement, c'était un peu limite. Donc voilà, là, moi, c'est là que, pour moi, c'est là qu'il y a déjà un petit truc, c'est que là, moi, je fais le choix de prendre le businessman, ce que personne n'a fait autour de la table. Sian, tu avais pris quel archétype à la base? Tu avais pris explorateur. Intellectuel. Non, intellectuel. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Et Soren aussi avait pris intellectuel, me semble-t-il. Ouais. Donc il avait joué un médecin. Intéressant aussi le cas particulier de Soren sur cette partie. Vas-y, Globo, tu veux. Alors, j'interromps 30 secondes. Ça, c'est pas prototypique dans les parties que je joue. Là, ce soir, les propositions de violence ont vraiment pris le dessus. Et voilà. C'est assez rare en Santa Vaca. D'habitude, ça va être les gens qui choisissent des trucs basés sur la réflexion, sur la perception, sur ce genre de choses. Et en fait, ce soir, c'est les bourrins qui ont gagné. Ouais. Mais d'habitude, les personnages qui ont la vie la plus belle à Santa Vaca, ça va être les filous avec de la gueule ou les intellectuels pour faire des recherches, des trucs comme ça. Et c'est très rare que finalement ce soit les pistoleros qui tirent dans tous les sens et qui réussissent le mieux et le plus de trucs et qui fassent entre guillemets le plus avancer la chose. Je pense que de toutes les parties de Santa Vaca, quel que soit le thème que j'ai fait avec toi, c'est celle où en effet il y a eu le plus de morts violentes en un temps record. De tirs dans tous les sens, etc. Et t'en as fait au moins 5 ou 6 toi des parties avec moi avant. Oui, largement. Mais à chaque fois c'était un braquage les 5 ou 6 parties? Ah bah non, pas forcément. Parce que là c'est quand même une scène de violence quoi. Ouais, mais il y avait un train qui se fait braquer. Alors je me permets, dans les fois précédentes, il y avait aussi des opportunités que ça dégénère en violence et on était beaucoup plus dans des intellectuels, non faut pas déconner non plus, on était beaucoup plus quand même dans la négo, dans les tractations, etc. pour essayer de faire un truc qui dégénère pas en massacre complet. C'est la première fois qu'on me fait un jet de perception avec violence, hein, je tiens à le dire. Merci Fly. Je suis désolée, mais je suis désolée, c'est juste que mes premiers jets, en fait, j'avais plein d'extras en plus, donc j'ai l'idée de l'histoire au début et ensuite c'est une boule de neige quoi.
À partir du moment où le train s'est arrêté, les choses se sont un peu emballées quand même. Ouais. C'est-à-dire, on est tout de suite rentré dans une scène immédiate de... Bon, il va se passer quelque chose. En fait, une scène, je dirais pas de violence, je dirais d'action. Or, l'intellectuel, le businessman, il est avant ou il est après l'action, mais il n'est pas dans l'action. Il peut être pendant. Tu vois, tu vas voir tout de suite la machine machin, tu négocies avec le savant fou qu'il y a derrière, ou tu vois. Bah moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais. J'ai essayé d'improviser une partie de poker avec le commandant de l'unité pour obtenir informations clés de la machine, parce que moi je ne voulais que ça, tu vois. J'avais introduit une scène avec lui pour obtenir des informations et des trucs, tu vois. Bien sûr. T'aider en fait à me donner des infos. Là immédiatement il y a la scène de suite. Mais j'avoue que j'ai eu beaucoup de difficultés à jouer le bourgeois businessman dans un début immédiat res pareil, quoi. Bah ouais. J'ai pas eu d'idée, tu vois. Il y a plusieurs moments je te regardais, j'ai pas d'idée. Et si la scène avait été plus courte, on aurait peut-être pu faire une deuxième scène en ville après, où tu aurais peut-être eu plus l'avantage que les pistoleros qui auraient peut-être pas pu sortir leur gun et tirer dans tous les sens en ville. Tu vois. Mais tu vois, regarde, Soren pendant la partie, ou même Sian, j'ai pas trouvé qu'ils avaient eu des scènes extrêmement percutantes et intéressantes. Alors Soren, il a sauvé le mécanicien, ce qui était quand même une scène... Mais ça aurait été plutôt le rôle d'un homme d'action, d'un pistolero. Et Sian, toi, au final, dans la partie, qu'est-ce que tu as fait ? En fait, moi, à la base, j'étais donc intellectuel, plutôt explorateur, en mode faire des fouilles, etc., sur des sites éventuellement indiens. Et c'est vrai que ça m'a absolument pas servi, puisque la scène a pas... On est resté en fait dans le train à essayer pour les uns d'arrêter le massacre, pour les autres de l'accroître. Je ne vise personne. C'est Antoine, on te regarde très fort, parce que c'est toi qui as foutu le bordel de plus en plus. Mais... Voilà, et du coup, c'est vrai que j'ai pas du tout utilisé ce que j'avais pu envisager comme compétence. Et c'était assez nouveau, tu vois, de ce côté-là. C'est une balance qui peut pencher dans les deux sens, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où, effectivement, quand tu es dans de l'immédiat res, peut-être les persos un peu plus loin vont avoir peut-être un peu plus la belle vie, mais si toi, tu es ingénieux, tu peux peut-être trouver des trucs pour faire des machins cool. Et dans des situations plus calmes, ça va s'inverser. Je suis d'accord, mais sur donc, une scène... Du coup, c'est un pari, et il faut admettre que s'il y a des scènes immédiat res, il y a des personnages qui vont être forcément un petit peu plus en retrait que d'autres. Voilà. Et il faut comprendre que moi, en tant que sur Santa Vaca, bien que je sois meneur, je maîtrise pas grand-chose sur ce qui va arriver. Non, bien sûr. C'est pour ça que je te disais, ça doit être très difficile de mener ce jeu, en fait. Faut se laisser porter. Et tu vois, il y a un moment où moi, je t'ai dit non, je reste dans le wagon, etc., où il y avait le scientifique à côté, parce qu'en fait, je me disais, mais si le scientifique me parle, en fait, mon perso est incapable de comprendre ce qui... S'il vous plaît, aidez la machine, il va me dire et tout. Je fais, pas la peine d'utiliser les mots compliqués. Je n'ai rien compris à ce que vous venez de me dire. Enfin, je ne voyais pas du tout quoi faire avec lui, donc j'ai préféré rester dans le wagon, quoi. Après, il y a eu une... Pardon, vas-y, Sian, hein. Mais après, il y a eu une déformation temporelle, hein. Enfin, je sais pas si tu t'es rendu compte que tu as attribué énormément de temps et d'unités d'action aux hommes d'action, à Soren, à Flavie et à Antoine, qui étaient dans l'action. Et j'essaie d'équilibrer, mais... Bah ouais, mais je fais ce que je peux. Tu vois, quand tu développes un argumentaire basé sur la tromperie, la persuasion, la ruse, l'intellect, l'amitié, les retrouvailles avec un frère ou un truc comme ça, tu peux pas être dans... Toi, tu prends la parole, en tant qu'animateur MJ, Globo, t'étais un animateur de scènes d'action et de films d'action, tu vois. Et je ne te le reproche absolument pas. Non, mais c'est juste qu'il faut pas nous en vouloir, à nous les intellectuels, de pas avoir eu le temps de développer des choses intéressantes avec nos personnages dans un contexte où, en gros, on a la parole. C'est pas un reproche que je fais. Voilà, tout à fait. Alors en même temps, pour te répondre à ça, normalement, ça devait durer un petit peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'il était censé y avoir une autre scène derrière. Moi, dans les fois où j'ai joué dans ce contexte-là, c'est ce qui se passait. Il y avait une autre scène derrière où éventuellement, à ce moment-là, les intellectuels, explorateurs, etc., auraient pu avoir une plage beaucoup plus grande à ce moment-là. Et c'est le fait qu'on se soit retrouvé limité à la scène de démarrage qui a duré beaucoup, beaucoup trop longtemps, qui fait que nous, on n'a pas pu se développer. Parce qu'on était trop de joueurs, en fait. C'est pas un jeu non, je suis pas d'accord. Moi, je joue fréquemment à 5. Ouais. Okay. Bon. Par contre, quand tu parles du businessman,
Moi, ça me fait penser, j'aurais voulu être un artiste, on n'était pas dans Starmania, c'était peut-être un problème de sémantique, en fait, qui fait que quand on voit Businessman, on voit le mec costard-cravate. Là, on est quand même dans le Far West. Donc, on est plutôt sur le mec qui bricole, qui bidouille pour se faire du pognon d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'était plutôt ça le Businessman. Et est-ce que tu l'as pas un peu plus intellectualisé ? C'est une question... Non, moi, je jouais le gambler, habile au déguisement, en discrétion, le mec est capable de se fondre dans la foule, de tromper son monde. Et c'est pas la situation idéale pour et c'est pas la situation idéale pour ce personnage, voilà, c'est tout. Et après, en fait, du coup, dans l'action, la scène qui a posé problème Globo, c'est une scène où tu m'as dit, en gros, moi je me voyais comme un perso très méthodique, il sait se déguiser, il sait passer inaperçu, etc. Et comme Globo il était dans l'action avec les autres en mode pistolero et tout, il voulait qu'il m'arrive un truc d'action type violent en fait. Sauf que moi c'est pas du tout comme ça que j'avais envisagé ce personnage. C'est pas tant que ce que je voulais. Effectivement, je voulais de la péripétie, mais il y a eu une incompréhension dans le sens où toi, finalement, tu as réussi ton jet, mais tu l'as réussi ad minima. Donc, si on fait un comparatif avec d'autres systèmes, c'est pas un oui, mais c'est un oui, mais que tu as réussi. Ah, oui, tu vois. Tu vois le truc ? Ça me fait rire. Si on reprend oui, bien sûr. Non, mais bien t'inquiète. Oui, mais c'est-à-dire c'était un tout petit succès, réussite limite. Avec complication en fait. Non mais moi je croyais que réussir c'était avoir le droit de décrire ce qu'on voulait. Or moi trouver un déguisement c'était évident pour moi que ça voulait dire se déguiser. C'était pas t'as trouvé un déguisement. Ouais, voilà. Là effectivement on ne s'est pas compris sur l'intention de ton action. Pas du tout. Voilà. Ça c'est sûr. Donc voilà moi à un moment donné je me sens acculé. Bah oui parce que je me sens je sens mon personnage ridiculisé. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je suis censé être le gars, tu vois, qui sait se déguiser, qui est censé le gambler, le machin qui passe à travers les mailles du filet. Je demandais pas à ce qu'il m'arrive rien, tu vois. Il peut trébucher, il peut se faire avoir, mais il va s'en sortir avec le sourire, il va sourire au garde et ça va passer parce que lui, il a une tête de colonel alors que l'autre, il a une tête de brute. Tu vois, mais en fait, et là, il s'est trouvé un moment où moi, j'avais la sensation d'être un peu dépossédé de mon personnage. Eux, ils avaient des pistoleros. C'est la classe, c'était facile de l'avoir, tu vois. Je revois Antoine qui décrit sa scène où il est là en mode au ralenti, tu vois, machin, j'avance. Je saute de c'est voilà la classe facile. Quand tu joues un personnage un de gambler, la classe, tu vois, là, pour avoir la classe du maître des ombres dans, voilà, pour avoir la classe du maître des ombres dans La Princesse et la Grenouille, et c'est pas le bon moment pour ça et voilà. Et en plus, quand tu cumules à ça le fait que t'as pas eu trop de chance au dé sur tes jets de dés, ça se cumule quoi. Ouais. Mais après, moi en fait, j'ai appris dans le jeu de rôle. Je ne ridiculise plus mes personnages. Ça, c'est quelque chose, je ne fais plus jamais ça. C'est-à-dire le coup du guerrier. Alors, je vais faire mon mea culpa. Tu t'es senti ridiculisé. Moi, j'ai pas eu l'intention ou l'impression de te Mais je sais bien, t'inquiète, c'est absolument pas... Pour moi, t'avais trouvé ton déguisement, mais justement, t'avais pas suffisamment réussi pour avoir le temps de le mettre. Pour moi, Globo, clairement, t'étais de bonne intention. T'as voulu me mettre une péripétie dans la tronche, et en fait, il s'est trouvé que ça correspondait pas du tout à l'image que j'avais de mon personnage, et c'est pour ça que j'ai préféré te dire tout de suite, non, là, stop, on arrête tout, même au rythme de casser un peu le rythme de la partie, j'en suis vraiment navré. Mais maintenant, je n'accepte plus ça. C'est-à-dire, avant, quand j'étais jeune joueur, j'aurais accepté... tu vois, j'aurais fait n'importe quoi et en fait j'aurais rage quit au final. D'accord. Là maintenant je préfère dire au MJ non, ça ne correspond pas à l'image que j'ai de mon personnage. Si ça te va, je fais autre chose. On dit que j'ai continué à faire du poker, un truc. Et d'ailleurs j'ai essayé de t'entendre et c'est pour ça que j'ai essayé de donner des indices comme quoi ce gars-là en fait, puisque au départ tu jouais avec la personne la plus importante des soldats qui était un lieutenant et lui il se présente comme colonel. Et moi, donc, pour moi, tu vois, il y avait une discordance. Et après, je t'ai entendu, et c'est pour ça que pour moi, c'était lui, potentiellement, le méchant que vous cherchiez. Oui, mais j'ai accepté de raccrocher les wagons à ce moment-là, parce que voilà, là, ça correspondait enfin à la vision que j'avais de la scène que je voulais jouer, etc. Mais tu vois, moi, maintenant, en tant que joueur, je me laisse plus, en fait, faire. Bien sûr. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que c'est plus sain de faire ça
que de partir après et de dire, tu vois, de chercher des fausses excuses pour dire oui, mais gna gna gna, tu vois. Non, là on discute, on dit bah non, là je suis désolé, c'est chiant, je sais, ça arrête alors que t'étais dans une belle scène d'action et tout, ça a arrêté tout le monde, ça a cassé un peu le rythme et tout, mais je préfère dire maintenant ça, dire non, là ça correspond pas. Moi j'ai pas de problème avec ça. Voilà, et ça m'a aidé à me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour redonner un peu un truc cool à Rome. Et moi, tu vois, je t'avais proposé, je t'avais dit si tu veux, je reste à faire du poker de mon côté, ça m'allait bien aussi. Ouais, mais moi, ça me convient pas parce que ça te laisse hors de l'action, hors de la scène. Et c'était plus intéressant que ce gars-là qui était un peu incongru aussi, en fait, ce soit potentiellement le mec que vous cherchez. Oui, alors, d'accord. Du coup, tu t'es bien rattrapé. Enfin, t'as bien rattrapé les wagons. T'as bien raccordé les wagons. J'ai tenté. Non, mais c'est pas mal. C'était pas mal. Mais c'est juste que pour te dire que moi, ça aurait été ok si on avait fait cette scène en disant non, bah ok, ça on annule. Ce qu'on peut dire, pour revenir un peu, ce qu'on peut dire sur Santa Vaca, c'est que moi, au début pendant 1 heure, 1 heure et demie, mon boulot, il est de rajouter de la péripétie ou de proposer de la péripétie. Ah ouais, ça c'est un truc dont je vais parler. Et normalement, j'ai un joker par joueur où je peux bloquer vos chances de réussite à 5. C'est-à-dire que quand moi, je décide qu'il faut que j'arrive à un final et que les choses ne vont pas forcément dans une direction qui m'intéresse vers un final, je vais imposer au joueur, dire je sors mon joker, tu fais une action, mais en fait, ta difficulté, ça va être 5. Donc même si tu réussis, tu seras au ras des planchers, tu auras le minimum. Et j'ai de bonnes chances, moi, de récupérer la narration par rapport à ce que tu veux, parce que je veux orienter la partie vers un final. Là, je ne l'ai pas trop fait, j'aurais peut-être dû le faire, mais je ne l'ai pas trop fait parce que je voulais juste que le train reparte et qu'on arrive à Old Trail Town. Et finalement, le train était plus ou moins en train de repartir. Tu vois ? Moi, je voudrais bien que Antoine nous parle du moment où il a décidé de faire son craquage, je vais appeler ça, son craquage de bonheur là, du personnage drama. Moi déjà, je m'attendais pas du tout à ce qu'on joue ce genre de scène. Je pensais qu'on allait jouer ce qu'on avait préparé au début en répondant aux questions. Donc moi je m'attendais à ce qu'on joue plus justement nos persos, qu'on mette en place le truc, qu'il n'y ait pas d'action tout de suite. Moi pareil. Ouais. En fait, moi, dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me suis mis une sorte de fiasco dans ma tête où on définit justement, il y a ce genre de questions au début et on se met d'accord et on dit ah ça serait cool s'il y avait ça, s'il y avait ci. Et on commence tout doucement, crescendo, et après il y a une péripétie et puis souvent bon bah ça part un peu en cacahuète quoi, et puis c'est ça qui est drôle. Et là il y avait ce in media res. Et je suis pas trop d'accord avec votre dichotomie de intello action. Moi je me suis pas du tout vu comme le gunner. C'est juste que les autres, ça me bottait pas, mais dans ma tête, j'étais pas le gros bourrin. Ouais. C'est juste, il aurait fallu que je dise plus qu'une seule phrase. En vérité, j'ai pas beaucoup parlé. Hein. J'ai juste dit, toi, va là-bas, attention, il y a des Indiens. Quoi. J'ai juste dit ça pendant tout le jeu. Je te le dis autrement. La carac violence, dans une scène d'action où tu as un MJ animateur comme Globo qui donne la parole très rapidement en disant « Toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ?» Elle est beaucoup plus facile à jouer que la carac ruse. Parce que pour réfléchir à une scène de ruse, la proposition, elle est complexe en réalité. Tu dois inventer tout un background, tout un truc. Je réserve ça aux meilleurs joueurs, Romaric. Non mais justement... En fait, il y a une différence. Moi, j'ai voulu faire le malin en prenant un personnage et je réalise que comme Flavie, il était sans doute trop compliqué à jouer pour moi. C'est-à-dire que j'aurais dû faire comme Flavie et prendre un personnage plus direct. La différence, c'est que la scène, elle est in media res et la menace, elle est loin. Donc on va être dans la réaction. Alors que si tu fais une scène in media res où tu dis le train s'arrête et il y a déjà 20 gars qui montent dans le train cagoulés, là c'est pas la même chose. Et là on part soit en violence soit en ruse. Mais là la situation était que de toute façon c'était une réaction, on devait se défendre face à une menace qui arrivait au loin. Alors comment tu veux ruser les gars sont à 500 mètres. Je vais rappeler un petit peu la scène. Moi la scène que je mets en place, c'est que vous êtes dans un train, il y a des soldats, il y a une machine scientifique bizarre. Et à un moment, il y a un mécanicien qui tombe de la locomotive et qui ne se relève pas. Et moi, c'est pas moi qui dis il y a des cavaliers qui arrivent. C'est pas moi qui dis il se passe ci, il se passe ça. Tu vois, parce que j'ai fait un jet de perception. C'est vrai que c'est pas toi qui dis ça. Je fais un jet de intuition et perception, alors qu'intuition, normalement, j'ai rien dedans. Et justement, mon but, ça aurait été de le rater et que c'est toi qui... Mais il s'avère que je réussis. Plutôt bien. Et qu'à ce moment-là, je dis, je vois le gars, il est tombé.
Et a priori, on a l'air de l'avoir poussé. Il fait ah. Et et là, il me restait encore un truc à décrire. Et là, je me retourne et je vois un nuage au loin. Un nuage de cavaliers qui approche. Et là, ça devient un nuage de cavaliers. Et là, ça devient n'importe quoi. Mais tu vois, tout ça, c'est pas moi qui l'apporte en fait. C'est vrai, j'avais oublié que c'était pas toi. J'ai peu de maîtrise sur la narration. Si je n'engage pas mes jokers pour essayer de la récupérer, mais en début de partie, je n'ai aucun intérêt à les engager. Vous développez des péripéties, il se passe des trucs, c'est cool, c'est que c'est ça que vous avez envie de jouer en ce moment, et moi, je m'adapte à ça, tu vois. Point. Sian, tu voulais intervenir? Vas-y. Hein. Oui, enfin c'était pour redire que c'est vrai que là, c'est un petit peu nous qui nous sommes mis tout seuls comme des grands. Sauf moi. Un certain nombre moi, de l'adversité venait de Globo. Je suis désolé, mais je suis le seul autour de cette table qui a vraiment vécu une scène où l'adversité venait du meneur de jeu et pas de lui-même. Et donc le ressenti, il est vraiment différent. Et je te rappelle pourquoi, parce qu'en fait, tu fais une réussite ad minima. Donc tu obtiens ce que tu voulais, un déguisement, mais sans bonus, sans rien en plus. Non mais Globo, t'aurais pu très bien dire, quand Flavie te décrit les 20 mecs, lui dire les 20 mecs te tirent dessus, t'es blessé à l'épaule. Qu'est-ce qui t'empêche de le dire? Alors, ce qui m'empêche de le dire... Comme tu as dit, alors que tu es en train de te déguiser, 2 mecs rentrent dans la pièce et te voient à moitié à poil. Ce qui m'empêche de le dire, c'est que on est au début de la partie et que je veux laisser aux joueurs la possibilité de réagir. Toi, quand ça t'est arrivé, on était bien aux 2/3 de la partie et on est déjà plus dans... on s'approche de la fin... Et il se passe quelque chose, tu vois. Moi, ce que je crois, c'est que ce système, il est arbitraire, en fait. Il te donne l'illusion. Il te donne l'illusion d'une non-arbitrarité, je sais pas comment le dire. Il te donne l'impression que tu vas obtenir des privilèges et gagner des privilèges. Mais en réalité, il est arbitraire. Moi, je il pense maquille une logique arbitraire. Ça n'est arrivé que à ton personnage. Et c'est une situation qui ne m'était jamais arrivée ou qu'on ne m'a jamais reproché avant. Pas de bol. Moi, je le vis comme ça. Oui, non, mais c'est un. Et c'est arrivé sans doute aussi parce que tu as un gros regard méta sur le jeu. Alors, moi, non, là, même pas. Hein. Là, j'étais vraiment dedans. Si, quand tu dis non, mais là, tu ridiculises mon personnage, tu as une réflexion méta sur le jeu. Moi, ça m'arrive. Enfin, tu es le premier à me mettre face à cette difficulté-là. D'accord, ok. Moi, j'ai une trentaine de parties. Moi, j'ai une vision de mon personnage. Je sais pas, j'ai pas envie. Enfin, je sais pas comment dire. C'est ça. Oui, mais tu crois pas que tous les rôlistes sont comme moi? Qu'en fait, ils ont pas. Quand ils font une fiche de personnage, ils imaginent des choses pour leur personnage qui vont leur arriver. Je peux te garantir que son Tavaka est bien moins arbitraire que le dispositif Tradi. Oui, ça j'en doute pas. Hein, parce que le fait qu'il donne des privilèges, oui. Mais voilà, bon. Mais tu vois, ça solutionne pas tout. Il y a des fois où ça dysfonctionne. Et notamment sur cette affaire de réussite et d'échec. Ce qu'on appelle une réussite et un échec. Jusqu'à l'affaire qui nous intéresse, les seules fois où le système a dysfonctionné, c'est quand j'étais confronté à généralement des adolescents qui ont peur de donner la mauvaise réponse et que le système bloque. Parce que je leur dis, alors qu'est-ce que tu fais? Et même quand on leur fait des propositions, ils n'arrivent pas à choisir parce qu'ils sont dressés à donner des bonnes réponses ou à être punis, j'imagine, parce que je ne les connais pas, les gamins. Et du coup, j'ai un écran bleu et ils ne peuvent rien produire. Moi, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que j'aime pas proposer des choses quand je n'ai pas d'idée. Et j'aime pas qu'on me demande, et c'est pour ça d'ailleurs que je déteste les jeux à posture d'auteur, je n'aime pas ces jeux qui te disent maintenant raconte quelque chose. Et ça, on en a déjà suffisamment parlé tous les deux. Et c'est vraiment, et là, dans Santa Vaca, le fait que quand tu réussisses un jet de dés, tu obtiennes le privilège aléatoirement, sans savoir si tu vas l'avoir ou pas, ça fait que du coup, tu te retrouves très souvent dans la posture, comme Flavie l'expliquait tout à l'heure, où tu topes un extra, tu topes quelque chose à raconter, alors que t'as pas forcément d'idée, et là, pouf, tu décris une volée de fumée, machin, et c'est ce qui va faire partir en couille tout le monde. Autant pour moi, peut-être que je me suis reposé sur le fait que je jouais avec des joueurs que je pensais expérimenter. Et j'ai pas été assez clair sur, tu veux faire un jet de dés, quelle est ton intention ? Tu l'as posé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux obtenir? À la fin, tu commençais à poser cette question régulièrement.
Et la deuxième chose, et je vous l'ai dit dès le départ, c'est que si vous n'avez pas d'idée, toute la table peut vous faire des suggestions. Moi, j'ai essayé de faire beaucoup de suggestions à Soren quand il faisait des jets de dés. Ouais. Je me suis plus reposé sur votre expérience, en fait, et peut-être que je vous en ai fait moins. Ok. Fly. Alors, moi, je t'avoue, j'ai passé une bonne partie. Merci Fly. Moi, j'ai eu grave la classe et j'ai même fait un accent. C'était horrible par les gens. Désolée, mais moi, je me suis beaucoup amusée. Non, l'accent russe chez une pistolero espagnole, c'était extraordinaire. C'était parfait, hein, t'as vu. Je fais vraiment les accents merdiques, mais c'est pas grave. Ça m'amuse beaucoup. Et donc, du coup, moi, j'ai remarqué que, par contre, en regardant les fiches de tout le monde, là, que, en fait, moi, dans les compétences, en fait, après avoir tout rempli, à la fin, il y a le maître de jeu, je ne sais plus comment on l'appelle, la Santa Vaca, nous donne Moi, je reste sur le meneur de jeu. Le maître nous donne 5 points en plus à mettre dans les compétences. Et à ce moment-là, le maître de jeu dit « Mais vous pouvez créer de nouvelles compétences. » Et là, je vois tout le monde autour de la table créer de nouvelles compétences. Et moi, je me dis « Non ! Surtout pas. Surtout pas !» Puisque si je dispose ces 5 points correctement, sur certains jets, je peux atteindre 17 ou 18, c'est-à-dire presque 90% de chances de réussite. Mais que dalle! Moi, je me rajoute pas de compétences. Et d'obtenir des extras supplémentaires. Oui. Exactement. Donc moi, au lieu de me créer de nouvelles compétences, je dispatche ces 5 points sur les compétences que j'ai déjà existantes. Comme je l'ai dit, mon personnage n'allait pas être intelligent, je ne souhaitais pas l'être, ce n'était pas très grave. J'ai été bonne et j'avais un pistolet. Fly a optimisé le système. Flemme, t'as eu la flemme, Fly. Non, je voulais vraiment faire un perso comme ça. Autre chose, dans les parties que je fais d'habitude, les gens ont beaucoup moins d'idées que vous par rapport aux extras, et ils mettent beaucoup plus de dés dans le pot commun. Et donc, quand il y a quelqu'un d'autre qui fait un jet et qui fait un jet limite pas bon et qui aurait eu peut-être besoin d'extra comme toi pour ton déguisement, il y a plus de dés dans le pot commun pour essayer de regagner des trucs, un peu comme a fait Soren à la fin. Mais comme vous avez vachement, parce que vous êtes expérimenté, vous avez beaucoup repris la main, décrit plein de trucs au début, en fait, ce pool de joker, il n'a pas été alimenté. Oui, c'est ça en fait, la mécanique qui t'évite de raconter un truc quand t'as pas envie de le faire, c'est cette mécanique de défausse de ton extra dans le pool de dés. Ouais. Et à ce moment-là, quand t'as vraiment envie, tu prends le dé et tu racontes. Et tu peux tenter de te rajouter des extras. Mais là, tu vois, il est possible, Globo, que là, parce que tu dis, oui, vous êtes expert. Non. Moi, je vous perçois comme expert en jeu de rôle. On a une culture de jeu. Et en fait, la culture de jeu, c'est autre chose que l'expertise. C'est-à-dire qu'en fait, chacune a une histoire. Je t'accorde le point, Romaric. Voilà. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, ma culture de jeu, c'est que on a énormément de responsabilités sur son personnage et qu'on doit plaider pour ce personnage. C'est ça ma culture de jeu. Et depuis très longtemps, c'est ma culture de jeu. Et tous mes jeux sont comme ça d'ailleurs, à titre personnel, ceux que j'ai créés. Et donc, du coup. Voilà, moi je viens de cette histoire-là. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est Santa Vaca est en dehors de ma culture de jeu. C'est-à-dire en tout cas, il vient contredire une part de ma culture de jeu. Il est en dehors de la culture de jeu de beaucoup de monde. Donc, il y a une phase d'apprentissage. Oui. Et je ne jouerai pas de la même manière à Santa Vaca après toute cette discussion qu'on vient d'avoir, à la fois parce que de la même manière à Santa Vaca après toute cette discussion qu'on vient d'avoir, parce que tu viens de m'apprendre qu'une réussite, c'était pas ce que je croyais, parce que pour moi, dans mon vocabulaire de rôliste, une réussite, c'est autre chose que ce que c'est dans Santa Vaca. Tu viens de m'apprendre qu'un extra, on n'était pas obligé de raconter quelque chose, mais qu'on pouvait s'en défausser dans le bol, et qu'au moment où on avait vraiment envie de... Tout ça, en fait, ça s'apprend. Et moi, en fait, c'est pour ça que je te dis... je trouve que la partie... Moi, alors oui, non, elle était très satisfaisante jusqu'au moment où j'ai fait un écran bleu. Où j'ai dit, non, mais là, ça correspond pas du tout à ce que j'avais en tête. Voilà. Mais jusque-là, elle était très satisfaisante et je passais un excellent moment. C'est à ce moment-là où j'ai fait, attends, là, il y a un truc, je comprends pas. Maintenant, cet écran bleu ne se produirait pas plus parce que je sais comment jouer au jeu. Mais du coup, plus on a, contrairement à ce qu'on croit, plus on a de culture de jeu et plus on est chiant.
plus on est chiant, parce que plus il faut Je du pense que temps. c'est ta nature, Marie. Non, je crois pas. Non, je pense que quelqu'un. Non, parce que toi aussi, t'as une grosse culture de jeu et tu peux être chiant sur certains jeux qu'on fait ensemble. Et en fait, le truc, c'est ça, c'est que plus on a de culture de jeu, plus en fait, c'est difficile d'adopter un nouveau jeu et un nouveau gameplay. Tu vois ? Mais je vais aller dans ton sens. Moi, quand je le fais beaucoup jouer en convention et je le fais beaucoup jouer avec des gens qui en fait ont très très peu de culture de jeu de rôle. Et du coup, ça fonctionne très bien. Et ils rentrent dans le système comme un grand-père dans ses charentaises. Sian. Et en fait, moi, j'ai donc à peu près mariné pendant 20 ans dans du jeu de rôle classique, en mode Donjons et Dragons essentiellement. Et du coup, la première fois que je me suis retrouvée à une table de Santa Vaca, ça a été, mais moi, c'était pas l'écran bleu, c'était l'écran blanc, voire complètement noir et l'encéphalogramme plat. C'était vraiment complètement un autre monde. Et il m'a fallu 2-3 parties faciles. Donc en général ça a été en convention au début que j'ai joué systématiquement et ça n'a pas été simple du tout. Au bout de 2-3 fois, ça y est, j'avais commencé à comprendre et tout. Là maintenant, je m'amuse bien. J'ai tendance à créer mon perso un petit peu au feeling sans trop me soucier au départ. Et après, ce qui m'aide énormément à prendre possession du perso, c'est aussi de tout de suite le visualiser. Là, c'est vrai que mon Idaho. Je vais pas y arriver. Idaho Jones, donc était le grand-père d'Indiana Jones. Donc moi, je me suis un peu mis là-dessus. L'autre jour, quand on a fait de la SF sur un autre jeu, mais un peu du même style, tout de suite, je suis repartie sur un personnage de pirate de l'espace dans un space opéra d'un livre que je connais bien. Enfin voilà, à chaque fois, je crée d'abord mon perso, je mets les caractéristiques, je sais après ce que je vais faire, et je m'identifie à quelque chose que j'ai lu ou que j'ai vu. Bah moi, et ça m'aide bien à en prendre possession. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Bah, tu vois, ça m'a desservi au final. Parce que du coup, j'avais une vision trop stricte de mon personnage et je n'ai pas été souple. C'est la classe, Romaric. Ouais, je sais pas comment faire. Mais oui, il y a sans doute ces propositions de jeu qui changent vraiment de ce dont on a l'habitude. Il y a une période d'apprentissage que des gens qui n'ont pas d'expérience préalable, une fois qu'ils ont vite compris qu'ils pouvaient raconter des trucs, ils racontent des trucs, quoi. Point. Alors moi, je maintiens que c'est un jeu de spécialisation. C'est pour ça que mon personnage, il a bien fonctionné, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'ai des jokers à certains moments pour dire non, en fait, t'es limité à 5. Alors, mes arguments pour dire que c'est un jeu de spécialisation où il faut vraiment spécialiser. Déjà, au début, c'est précisé, on est une équipe. Désolée, Sian, mais c'est vrai que on est une équipe et donc, on va avoir tous des capacités différentes. Donc, moi, je me suis vraiment retrouvée dans certains films de cow-boy où il y a un personnage et on a l'impression qu'il va servir à rien, mais il va servir à un moment de l'histoire, en fait. Ensuite, il y a les professions, où on voit bien que le but, en fait, c'est d'aller toujours plus vers la spécialisation. Les alignements, on ne les a pas utilisés, mais le fait de se décider si on va être altruiste, sadique, rebelle ou soumis, c'est aussi une spécialisation. Et finalement, ça va bien avec ce type de jeu. C'est quand même un jeu qui est censé s'inspirer de Donjons et Dragons, qui est quand même un jeu où tu vas travailler, en fait, un personnage pour lui mettre, pour faire monter ses compétences en fonction de ce qu'il fait, etc. C'est un jeu, en fait, pour moi, c'est vraiment un jeu de compétences, un jeu de spécialisation où ton but, c'est d'avoir un personnage, il sera pas bon partout. Mais avec les compétences qu'il a, il va falloir que tu trouves comment tirer ton épingle du jeu. Et donc, je pense que sur ce type de jeu, si tu veux vraiment te marrer, il faut faire le personnage le plus spécialisé possible. Et du coup, comment tu vas faire pour créer des choses et raconter des choses dans le petit carcan que tu t'es imposé, en fait. Ouais. Mais clairement, moi, ce que je retiendrai en tout cas de la partie, c'est qu'en effet, à chaque fois, je me fais avoir quand j'entends le MJ qui dit et vous pouvez créer une nouvelle compétence. Moi, je suis en mode groupie débile et évidemment, je fonce pour essayer de me rajouter une compétence, pour étoffer mon perso, machin et tout. Et je suis en train de me dire que c'est un petit peu crétin comme façon de fonctionner. Et qu'il faut arrêter de se rajouter des compétences. À mon avis, les compétences que tu t'en rajoutes, ils sont à rajouter une maximum. Ouais, celle-là, elle était déjà de trop, celle que j'ai rajoutée. Et c'est vraiment parce que le MJ, il a dit qu'on pouvait rajouter des trucs, c'est trop bien. Non, un MJ qui fait un cadeau, c'est le cheval de Troie. C'est le cheval de Troie, c'est Timéo Danaès et Dona Ferrantes. Moi, je suis totalement d'accord avec vous deux et je pense que c'est plus que prouvé par la mécanique de jeu. C'est-à-dire que, rappelez, il faut faire en dessous
pour avoir le privilège, donc pour avoir le droit de raconter ce qui se passe, il faut faire en dessous de sa compétence et ça c'est très compliqué à expliquer, c'est en podcast, mais en gros, si vous avez 17 dans une compétence, faire 16, c'est obtenir le privilège et en plus obtenir des extras. Alors que si vous avez 17 et que vous faites 1, vous obtenez le privilège, mais vous n'avez aucun extra. Donc vous avez de toute façon intérêt à avoir effectivement des compétences à 18, 19, 20 pour obtenir un maximum d'extras possible. Donc vous avez entièrement raison, c'est sûr. Mais il y a toujours la grande variance du D20 qui fait que tu peux avoir 18, si tu fais 1, tu n'obtiens pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Tu obtiens un petit peu, et par contre, là où je vais à contresens par rapport à cette idée de spécialisation, Flavie, c'est oui, très intéressant quand le scénario va dans le sens de ta spécialisation. Mais quand tu es spécialisé et que la partie, parce que on rajoute des gens qui sont à distance du train, comme l'a très bien écrit Antoine, c'est très intéressant ce que disait Antoine du point de vue juste de la situation des entités fictionnelles dans le contexte. Et bah ouais, du coup, il y a des gens dont les spécialisations vont servir à rien. Et ces gens-là, le problème, c'est que quand tu es spécialisé pour nager et qu'il n'y a pas d'eau dans le scénario, et ben t'as l'air d'un con. Et ça, voilà, c'est compliqué après de tirer à soi la couette et de dire si je nage, il y a de la fumée, donc je fais des mouvements de nage avec mes bras, regarde MJ, enfin ça, des trucs voilà, ça là ça devient un peu triché quand même. C'est vrai. Voilà, donc c'est ça. Mais oui, je suis entièrement d'accord sur votre la déprotagonisation, Globo. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce terme que tu nous as... Alors moi, c'est un terme que j'ai découvert dans un autre jeu de rôle qui s'appelle The Mountain Witch, pareil, où les joueurs ont vraiment la possibilité d'apporter beaucoup de leur... ont une forte autorité. Et en fait, ça n'influe pas trop tant que les joueurs ne rentrent pas en conflit, mais ça prend toute sa valeur quand il y a deux joueurs qui s'affrontent. Et la déprotagonisation, c'est-à-dire... Ça consiste à invalider un choix qui vient d'être fait et validé par un joueur précédent. Et par donc, exemple, un joueur décide de se cacher, il réussit son jet, il dit « je me cache », il est caché. Il ne peut pas y avoir un autre joueur qui arrive immédiatement après, qui lui court après et qui veut le retrouver, qui dise « moi je fais un jet et j'ai réussi, j'ai le privilège, je te trouve ». D'accord. C'est-à-dire que quand un joueur est caché, il est caché. Il est caché. Donc le joueur qui va dire je le cherche, il peut trouver plein de trucs, mais il ne le trouvera pas. Mais pas ce gars-là. Ou alors il faudrait qu'il arrive avec pas un symbole, mais un élément diégétique supplémentaire par rapport juste à je fouille, tu vois. Il faudrait qu'il ait un moyen technologique, un sort, ou alors que il commence à fouiller mais il trouve pas, du coup la main repasse à l'autre gars qui est caché, qui peut refaire quelque chose en réponse et qui a un effet de ping-pong qui se construise, mais tu peux pas tout de suite par un simple jet de dés invalider une proposition qui vient d'être faite par un autre joueur, sinon le premier joueur qui avait fait la première proposition n'est plus un protagoniste de l'aventure. D'accord, très bien. Mais ça veut dire aussi que quand on fait des propositions, il faut être très attentif aux propositions qu'on fait. Oui. Par exemple, la dernière fois quand je t'ai dit quelle est mon intention, j'ai répondu trouver un déguisement, j'aurais dû dire me déguiser, et là j'aurais gagné. Sans doute. Voilà. T'aurais été déguisé. Et ça veut dire qu'il y a un élément ludiste supplémentaire qui est la manière de formuler ses propositions dans ce jeu. Dans ces jeux-là, il y a une vraie difficulté à définir l'intention de chacun. Alors moi, j'ai eu un coup de bol, c'est que mon tout premier jet, en fait, je l'ai raté. Parce que, j'estime que je l'ai raté, c'est-à-dire que je l'ai réussi, mais à très peu. Je crois que j'avais fait 3. Et j'avais pas bien précisé ce que je faisais. Ouais. Et donc, du coup, j'ai tout de suite compris. En fait, je me suis foirée, je peux rien faire. Ah. Et ensuite, du coup, après, j'ai fait hyper gaffe aux propositions que je faisais. Donc, en fait, du coup, après, comme je précisais bien, quand j'avais des extras, ça découlait, en fait. Et c'est vrai que ça, c'est une difficulté, quoi. Il faut que moi, en tant qu'animateur, j'arrive à être très au clair avec les gens sur mais qu'est-ce que tu... c'est pour ça que la question, c'est quel est l'enjeu pour toi ? Qu'est-ce que tu veux vraiment obtenir ? Et j'ai eu aussi peut-être un peu du mal à rentrer dans la partie, ou peut-être pas être en forme, tu vois, ça arrive, quoi. Et j'ai pas
toujours été très clair sur ce truc-là. Non mais moi aussi, si tu parles de la scène qui nous a arrêtés, c'est donc le moment où on a dit non mais là attends, il y a un truc qui va pas. C'est ça, c'est que moi je te disais un déguisement, pour moi c'était évident que c'était parce que je voulais me déguiser et que l'enjeu c'était que mon personnage soit déguisé au terme de la scène. Mais là pareil, c'est en fait la formulation des enjeux dans tous les jeux, quels qu'ils soient, c'est toujours une grande difficulté. On avait eu le problème dans Demiurge, on a eu le problème dans plein de jeux de rôle indépendants dans lesquels on définissait les enjeux des scènes avant de lancer les dés. C'est toujours un problème. Ouais. Parce qu'en fait, en fonction, là encore d'une fois, de ta culture de jeu, ça va être très différent la manière de formuler les enjeux. Si tu es simulationniste à la française, c'est-à-dire que si tu penses que le jeu de rôle c'est une simulation d'une réalité alternative, ou si tu es justement narrativiste à la Ron Edwards, ça n'a rien à voir dans la formulation des enjeux. Tu vois ce que je veux dire? Et dans les enjeux, dans l'objet. Donc moi, ça s'apprend, ça. Encore une fois, j'ai pêché en imaginant que vous étiez sans doute plus aguerri que vous ne l'étiez par rapport à cette partie-là. J'ai essayé de prêter beaucoup plus d'attention à ce que faisait Soren et de l'aider beaucoup plus. Et vous, je vous ai peut-être un peu plus laissé livrer à vous-même. Par rapport je dirais que tu t'es dit, étant donné la culture de jeu qu'ils ont, ils vont avoir plus de facilité à comprendre le système dans lequel ils jouent. Tu vois, voilà. Si c'était pas mon intention, mais sauf que c'est l'inverse. Sauf que c'est l'inverse. Part toujours du principe que la culture de jeu est un obstacle en fait. Okay. C'est vraiment un obstacle. Ouais. C'est ça le truc. Mais à culpa. Mais non, mais tu es pour rien. Mais non, mais j'entends. Mais en fait, c'est vrai que sur c'est ce qu'on se dit souvent d'ailleurs avec Fly quand on parle de l'inclusion et tout dans les parties et tout ça, c'est que inclure tout le monde à une table, c'est savoir, en tant que meneur de jeu et animateur de la partie, savoir s'adapter aux attentes de chacun. Ça veut dire aussi comprendre d'où ils viennent, comment ils s'expriment, etc. Et puis on en revient à la même chose sur une seule scène. Bah voilà, il y a des scènes plus orientées action, scènes plus orientées tchatch. Si on ne joue qu'une seule scène, eh bien, il se peut qu'il y ait un personnage qui soit pour qui ce soit plus dur de briller. Enfin, t'as l'air de t'excuser, mais je veux dire que je ne connais pas une table de jeu de rôle qui n'a pas commencé d'abord par tâtonner, par faire des erreurs, par machin. C'est pour ça que les débriefs sont aussi importants. C'est parce que chacun débrief, apporte son truc, dire là j'ai trouvé que ça, j'ai trouvé que ceci, et puis la partie d'après, elle se passe très bien parce que tout le monde a compris à quoi il jouait en fait. Maintenant, moi j'avoue avoir passé une super partie. Et en fait, je pense que ce type de jeu récompense aussi le type de joueur que je suis. Et moi, je suis une joueuse qui tchatche. Et moi, en fait, quand on me demande de réfléchir in media res, trouve une idée, moi, c'est pile poil. Enfin, moi, ça me fait plaisir. Donc moi, en fait, j'y vais. Ah, tu me donnes un jeu qui me permet de faire ça, mais t'inquiète que je vais t'enfoncer la porte ouverte avec mes grosses godasses, quoi. Et je pense que c'est un type de jeu pour les joueurs comme moi, en fait. Peut-être aussi, ouais. Et inversement, pas du tout adapté pour quelqu'un comme moi. Moi, tu prends par exemple, tu prends une partie de jeu de société. Moi, je vais être le joueur qui va ralentir tout le monde, qui va prendre du temps à réfléchir à la façon dont il joue parce que il veut faire le plus beau coup possible. Et en plus, pas uniquement le plus stratégiquement intéressant, mais aussi le plus élégant. Donc, il est vraiment chiant, le mec, quoi, tu vois. Et donc, à une scène d'action comme ça où justement, faut avoir la chat, faut parler, moi, ça me met mal à l'aise direct. Ça me trigger tout de suite. Ça me met tout de suite en défaut. En plus, toi, tu vas vouloir de façon importante éviter tout ce qui va être stéréotypé, etc. Alors que ouais, on n'a rien à faire. J'y vais, je cherche. Oui, mais tu vois, de la même façon, comme je disais tout à l'heure, moi, au départ, j'avais pas du tout l'habitude de ce type de jeu. Et en fait, là, au fil des parties, vraiment, je m'amuse de plus en plus. Ouais. Je m'y suis faite. Une fois que tu commences à capter les codes, c'est ça. Vraiment, ça m'amuse beaucoup plus qu'une partie, entre guillemets, classique. Ouais, mais non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'une fois que tu as les codes et tout, le système, il fait bien ce qu'il propose de faire. Et le coup de prendre les dés et tout ça pour raconter des choses, je pense que c'est effectivement très, très intéressant. Et le fait de pouvoir les défausser, les dés, quand tu n'as rien d'intéressant à raconter, ça évite aussi ce problème de la page blanche, ce qu'on appelle parfois le syndrome de Julia. C'est le truc, tu dois raconter un truc et là tout le monde te regarde et tu sais pas quoi dire. Oh bah c'est pas grave, allez-y, prenez le dé, tout va bien. Donc il y a plein de choses très intéressantes mises en place dans ce jeu pour enrichir la créativité, pour susciter la créativité et permettre aux gens d'obtenir une très bonne partie. C'est évident. C'est juste, bah voilà, une fois de plus, il faut d'abord un jeu de rôle, ça se fait au long cours. C'est toi-même qui disais que voilà, tous les jeux ne se prêtent pas forcément au one shot.
one-shot. Il y a des moments où on a besoin d'avoir une longue campagne pour se mettre d'accord, pour se familiariser les uns avec le. Alors cela dit, j'ai jamais joué à ce type de jeu en campagne, tu vois. Moi je pense que ça doit être génial. Moi j'ai joué sur des parties un peu longues. Je pense que c'est même là que ça devient génial. Mais moi du coup je suis hyper frustrée parce que j'ai un perso que j'aime. Ouais. Et que la team à la mission impossible, ça aurait été très... Oui, parce que j'avais pas fait mon accent espagnol au bar. J'avais pas commandé d'alcool. Tu n'avais rien fait avec la nitroglycérine. J'avais rien fait avec la nitro. Et j'avais pas tenté de séduire quelqu'un en ayant 2 de QI. Je suis hyper frustrée. Voilà, et c'est là que, pour me rattraper un peu aux branches, là par contre, je vais être un joueur très intéressant. Parce que du coup, je vais avoir pris du temps pour jouer. Et donc, par contre, dans le développement de l'histoire... Parce qu'il y a aussi autre chose qu'on dit. C'est que c'est facile de jouer de façon caricaturale, de sortir le gun, d'avoir la classe facile avec des ralentis à la Zack Snyder. Ça, c'est facile, en fait. C'est le cinéma facile. Beaucoup plus difficile est d'avoir la classe avec un personnage qui a une histoire profonde, qui développe des problématiques intéressantes pour la partie, qui va développer des stratégies, des billards à 3 bandes, etc. Parce que là où je veux en venir, c'est que si on veut jouer caricatural et tout, mais oui, on peut y jouer très rapidement, mais on obtient aussi de la partie ce qu'on y a mis en fait. On y a mis de la caricature, et ben la partie sera caricaturale. Et si on veut commencer à y réfléchir davantage, à poser les choses, à réfléchir et tout pour obtenir des parties plus profondes et peut-être des problématiques plus intéressantes pour les personnages, et ben oui, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, ça demande de la réflexion. Et là, il suffit plus d'être un peu pistolero et d'avoir 20 en violence pour que ça passe. Oui, mais le but de mon personnage, qu'en fait, moi j'ai choisi Pistolero après vous tous. Et parce qu'en fait, j'ai vu que ça allait être une table assez intelligente. Et je me suis dit, en fait, je pensais qu'on aurait fait plusieurs scènes. Et donc, moi, je me suis imaginé avoir des moments, en fait, où je tire au gun, mais des moments où en fait, j'étais carrément en retrait, où, entre guillemets, mon personnage servait à rien, parce que c'est normal, tu sais, comme dans... Alors, je suis désolée, je vais citer une vieille série des années 2000. Comme dans Stargate, le personnage d'O'Neill, je suis désolée, O'Neill, quand quelqu'un lui parle de science, il a une gueule de merde, et il fait « moi, pas comprendre ». Et c'est des moments où il sert à rien. Et moi, j'avais envisagé j'adore avoir des personnages qui ont vraiment des gros trucs qu'ils savent pas faire, parce que je trouve ça toujours très très drôle à jouer, parce qu'on peut-être dans la vie des fois on le vit aussi. Et moi j'aime bien créer des personnages comme ça, et donc mon personnage, je l'avais créé dans l'idée aussi qu'il y a des moments où il sert à rien. Et il est là et il suit la team, et c'est le principe aussi des teams à la mission impossible, c'est que des fois le DPS il sert à rien. Alors, O'Neill, il y a des moments, il sert peut-être à rien, mais il est beau. Moi, je trouve qu'il y a une différence entre la caricature et l'archétype. C'est pas pareil. Et la caricature, je suis désolé, elle n'apporte rien à l'histoire du cinéma ou de la littérature ou de la fiction, en fait, la caricature. Sauf, justement, à être une caricature et une critique, tu vois, derrière, cachée d'autres choses. Mais, en fait... Là, il y a une grande différence, je trouve, entre les joueurs caricaturaux et les joueurs archétypaux. C'est 2 choses différentes. Moi, tu vois, j'avais la sensation plutôt d'être dans le cadre d'un archétype de personnage, avec ses failles, ses faiblesses. Oui, il est beau gosse, mais il est fragile. Tu vois, des trucs comme ça. Et j'étais déjà parti dans un jeu profond, en fait, quelque part. Et je pense que vous l'avez bien senti d'ailleurs, et donc du coup j'étais en contradiction avec ce que vous étiez en train de faire, à savoir une caricature d'attaque de diligence, et moi j'étais là mais non, moi j'ai pas envie de jouer à ça. Oui, mais moi comme je te l'ai dit, je pensais pas qu'on ferait qu'un truc, et puis ça arrive, voilà. Alors cela dit, tu lèves un lièvre, si je peux me permettre. C'est que dans ces gens-là où tous les joueurs à la table ont une grosse agentivité par rapport à la narration, il ne faut pas simplement être en relation avec le MJ, mais il te faut, toi en tant que joueur, être en relation avec tous les autres personnages pour créer quelque chose un petit peu de collectif, tu vois. Et c'est vrai que ce soir, peut-être que chacun a un peu joué dans son coin aussi, quoi. Maintenant, personne s'est adressé la parole. Hein. Non. Nous 5, nous 4. Non, et même géographiquement, nous 5. On a rarement été, en tout cas dans les 3 quarts de la première partie, on a vraiment été chacun dans notre coin à gérer nos scènes perso,
avec des inconnus. Et ça, c'est dû à quelque chose aussi. Il y a une co-construction, tu vois, à établir, et il y a de la connivence entre les joueurs aussi à développer dans ce genre de jeu, si on veut atteindre le niveau un peu plus, tu vois. Je pense qu'il manque une phase au début de la partie. Ouais, vas-y. Il manque la phase où t'aurais dû nous dire ok, vous allez être dans un train. Et là, il y a une phase où on développe nos liens, on dit qu'est-ce qu'on... Tu vois, c'était pas clair en fait pendant tout le scénario. Il y avait le grand méchant, mais on l'oubliait. Ensuite, on parlait de la machine. Tu vois, c'était pas clair la mission, alors que la mission c'était clairement de laisser le train se faire attaquer. C'était ça qu'on avait dit au tout début, mais après on l'a zappé ça. Hein. Non, de laisser le train se faire attaquer pour choper un gars en flagrant délit. C'était ça le deal. Oui, c'est vrai. Mais il manque aussi un système pour permettre ça. Je trouve dans le système, il manque quelque chose qui fait que quand on s'entraide, on gagne un bonus. Si tu fais quelque chose et que quelqu'un vient t'aider, tu pourrais gagner un +1 ou un extra en plus. Et ça pousserait tout le monde en fait à faire des choses les uns avec les autres. Or là, il n'y a pas ça. Donc en fait... Mais là... ça manque de cloque à la Apocalypse World. En fait. Mais là, pour moi, c'est parce qu'on était dans une scène d'exposition à la mission impossible où on voit chaque personnage séparément et chaque personnage va faire un truc cool en fait. Pour moi, c'est ça qu'on faisait en fait. C'était une scène d'exposition très rapide où chacun est en train de se positionner sur un truc cool et où on voit que c'est parce que chacun fait son truc cool dans son coin qu'en fait l'équipe gagne. Moi, c'était ça, en fait, le canon esthétique que je poursuivais. Et pour moi, c'était ça, la DA. Effectivement, on s'est pas tous mis d'accord là-dessus. Et moi, je pensais que... Au final, c'est ce que ça donne. Ouais, oui, c'est ce que ça donne. À la fin, c'est ça que ça donne. Avec certains persos qui n'ont pas brillé. Mais tu vois, je prends conscience que, effectivement, c'est-à-dire le niveau auquel je joue, moi, d'habitude, c'est avec des gens qui n'ont pas d'attente. Et finalement... quand tu leur dis vous jouez ensemble, vous êtes dans la même team, ils vont un peu par défaut rester dans les clichés ou dans les archétypes. Mais c'est pas étonnant. Et à ce niveau-là. Mais je pense que dans ce jeu, il y a le niveau au-dessus, où là, il y a un effet un peu ensemble, de connivence, Mais non, mais attends, là, parce que là, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu demandes à des gens de créer des choses à la volée, t'attends pas à trouver autre chose que de la caricature. Hein. Mais non, mais je vous l'ai dit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que contentez-vous de faire des propositions qui sont juste dans la logique du truc. Et peut-être qu'un ou deux moments dans la partie, il va y avoir une épiphanie de « Ah ouais, mais forcément, c'est ça. » Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça dépend. Moi, je l'ai eu sur des one-shots, ça. Là, ce soir, c'est pas arrivé, mais il y a plein de fois où moi, ça m'est arrivé quand j'y ai joué. Ok. Sur des one-shots de 2 heures. Hein. Parce que c'est ça aussi le problème de ces jeux qui proposent que tout le monde raconte tout et n'importe quoi. C'est que comme il n'y a pas un scénario qui a été prévu en amont par le meneur de jeu, parce que c'est ça l'avantage, le gros avantage du scénario, parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, parce que tu disais au début en préparation du podcast que Santa Vaca, c'est quelque chose que tu avais trouvé sur ton chemin au moment où tu cassais ou critiquais la notion de scénario. Oui. Mais un élément essentiel des secrets donnés aux meneurs de jeu et créés à l'avance par les meneurs de jeu et des scénarios préparés ou des bacs à sable préparés, c'est que du coup il se passe toujours des trucs cool parce que les choses ont été pensées en amont. Il se passe beaucoup de trucs pas cool aussi ou qui te désimmergent si t'es pas dans la logique du scénario. Moi, c'est mon expérience. Hein. Quand j'ai pas la même logique que l'auteur, je peux passer à 10 000 mètres et rien capter, rien comprendre, me faire chier, me dire c'est nul ce truc-là. L'intérêt de Santa Vaca, c'est que ça n'arrive jamais. D'accord, mais tu peux pas prévoir des gros... Par exemple, on en avait parlé ça dans les jeux à secret. Ouais. Par exemple, les secrets, des choses comme ça. Mais pour qu'il y ait un wow effect. Non mais ok. Non mais d'accord, mais peu importe. Si tu fais des jeux dans lesquels tu crées à la volée, tu dois prendre le risque qu'à un moment donné, des gens vont dire des trucs qui ressemblent à rien et qui sont pas cool. Forcément. Ouais. Mais là, c'est pas arrivé. Enfin, je trouve pas qu'il y a des trucs qui ressemblaient à rien ou qui étaient pas cool. Non. Moi, j'ai pas trouvé très cool ce que j'ai raconté. Excuse-moi. Voilà. Je suis très déçu. C'était un peu nul. Ouais. Non, je rigole. Non, mais moi, est-ce que quand tu lances une partie de Santa Vaca, tu dis tout le monde est au courant que t'as pas de scénar prévu? Ou est-ce que il y a une illusion que tu dois créer Non. Enfin, je suis transparent, mais j'insiste pas dessus. Non, mais c'est écrit dans le jeu qu'il faut le dire. Non, c'est pas. Il y a rien de précisé. Non, mais je rappelle que Santa Vaca, il est écrit dans l'idée d'être incomplet, de pas être cohérent. D'accord. Mais si tu donc lui, c'est une vanne qui fait John Wick. Nous, on était au courant que t'avais pas de scénar, tu vois, quand on a lancé. On aurait pu prendre 3 minutes, tu vois, pour dire qui veut quoi.
Voilà. Et Qui veut jouer quoi déjà ? Moi, par exemple, ça m'a saoulé de jouer un truc d'action, je vous le dis. Moi, je m'attendais vraiment à un truc plus western, spaghetti, mais avec beaucoup de chat, tu vois, de blabla. Et des trucs à 3 bandes, tu vois, des trucs comme ça. Moi aussi, ça m'a Toi, saoulé. d'arriver dans une ville où il y a un gars qui est en train d'être pendu, tu vois, je sais pas, et on arrive. Moi, ça m'aurait pas saoulé si ça avait été juste, encore une fois, la scène d'exposition, et puis c'est tout, tu vois. Mais c'est vrai que. Ouais, mais ça veut dire que tu joues plus, enfin, que tu joues plus longtemps, quoi. Ouais, c'est ça, il aurait fallu jouer plus longtemps. Et du coup, si on sait tous qu'il n'y a pas vraiment de scénar et qu'on va le créer tous ensemble à la volée, en tout cas, tu vas rebondir sur nos propositions. Est-ce que ça mériterait pas 1 minute où on pose la question à chaque joueur et joueuse ? Qu'est-ce que vous aimeriez jouer ce soir comme scène ? Ah bah moi, plus une scène d'arnaquer un gars dans un bar, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Et chacun dit, et puis du coup, voilà, ça oriente un petit peu. Et on aurait vu que personne voulait peut-être faire une scène d'action, en fait. Peut-être. J'en sais rien, toi. C'est vrai que l'improvisation des scènes et tout ça, ça provoque aussi des problèmes de l'ordre du contrat social. Moi, j'étais là pour jouer ça, et en fait, on a fait ça. Bien sûr. Ouais, et comme il n'y a pas de grand mamamouchi dans ce type de partie-là, eh bien, effectivement, s'il y a 2 joueurs très charismatiques qui tirent l'histoire dans des directions différentes, ça peut être problématique. C'est peut-être de là que vient la règle de la déprotagonisation, d'ailleurs, de joueurs qui se sont tirés la bourre au cours de partie. Mais c'est aussi un petit peu, tu vois, quand je dis, alors qu'est-ce qui vous rassemble, qu'est-ce qui vous amène là en début de partie, il y a un petit peu de ça, et puis après, moi je sais pas vraiment combien de temps on va rester sur une scène. Ouais. Je peux essayer de l'accélérer un petit peu avec mes jokers, mais tant que je me dis, ça avance dans une direction raisonnable, j'accélère pas plus. Il n'y a pas de moment dans la partie où vous avez moyen de me dire, attention, plus vite, moins vite, ralenti, tu vois. Bon, effectivement. Et moi, dans ce cadre-là, tant que vous reprenez pas la main par un jet de dés, je vais tendre des perches et voir ce qui est saisi. Mais je sais pas non plus ce que les joueurs vont saisir, ni comment ils vont s'en saisir. Ça, je le maîtrise pas. Et la question du briefing en début de partie, effectivement, combien de temps on y accorde, mais c'est intéressant. Non, mais parce que là, dans les micros, on critique le système, tu vois, mais du coup, qu'est-ce qui est écrit on critique notre système, en tout cas. Bah non, là on est là pour tester un système de jeu apparemment. Tu parles des règles. Attention, le système c'est les choses. Pardon, Romaric. Le jeu quoi. C'est important parce que notre système ne sera pas forcément celui qui sera improvisé le soir par une. Et John Wick il te donne pas de conseils à ça, tu vois. Il te dit juste voilà des mécaniques et démerdez-vous quoi. Ok. Maintenant peut-être qu'il donne des conseils ou peut-être qu'il le cadre plus dans d'autres jeux qui reprennent cette mécanique de si tu réussis ton jet de dés, tu gagnes le privilège. Peut-être qu'il en parle plus dans Houses of the Bloodied, Sang et Honneur, et dans le dernier qui vient de sortir, Wicked Dungeon. Peut-être qu'il le détaille, mais moi, il se trouve que pour des raisons aussi un petit peu de pratique et parce que j'aime bien le D20, je suis resté bloqué sur Santa Vaca qui à la base, il le sort un peu pour déconner, tu vois, et il assume que c'est un jet créatif qu'il a, que c'est pas fini, que c'est pas cohérent, que ça le fait marrer, tu vois. Non, mais ce que je trouve très intéressant aussi avec Santa Vaca, c'est qu'elle fait parfaitement la transition entre une pratique de Donjons et Dragons classique et le jeu de rôle indépendant. Et pour faire simple, il fait la transition entre le jeu de rôle comme simulation à la Donjons et Dragons et le principe de l'unplay qui dit le jeu de rôle, c'est d'abord et avant tout une conversation encadrée par des règles. Tu vois, là, dans Santa Vaca, on trouve une espèce de phase de transition de quelqu'un qui passe de Donjons et Dragons à le principe de l'unplay et progressivement des jeux forgiens. Et tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est de passer de le système est là pour cadrer des entités fictionnelles à les règles sont là pour cadrer des entités fictionnelles. T'aurais pu me reprendre. Et à en fait, les règles sont là pour encadrer une conversation. Et c'est ça que je trouve très intéressant. Et ça m'étonne pas du tout que tu viennes à la cellule avec ce jeu-là, parce que toi qui viens justement de Donjons et Dragons, tu viens à la cellule avec ce jeu qui fait justement
qui appelle à la transition entre, tu vois, tu dis ça pourrait leur plaire et ça pourrait me plaire à moi aussi, tu vois. Tu viens partager ce truc où tu te dis, là, on est dans quelque chose qui est un petit peu intermédiaire entre votre proposition à vous, les gars, complètement perchés, là, et les joueurs de D&D. Et je pense que c'est très intéressant de ce point de vue, et là-dessus, mission accomplie, évidemment. Moi, je te rappelle, hein, j'aime beaucoup les jeux bizarres comme ça, et puis le samedi, avec mes potes, je joue à Donjons et Dragons. Oui, bien sûr, ouais. Bah oui. Non, mais je bien connais sûr. un jeu bizarre qui s'appelle Trip to Sky. Ouais, mais non, mais c'est dépassé déjà. C'est déjà dépassé, c'est de l'histoire ancienne. Mais voilà, et un dernier élément que ce jeu me fait réaliser, c'est que plus il y a d'improvisation au cours d'une partie, et plus les conseils d'animation pour les joueurs et les joueuses et les animateurs et animatrices autour de la table sont importants. Parce que ce ne sont pas les règles qui vont régler les problèmes dont on vient de parler là ce soir. Tu vois. Et tu vois, moi, il y a plein de trucs que j'ai appris, mais qui ne sont pas écrits dans les règles. Notamment, il faut que je joue vachement au chrono, et je l'ai mal fait ce soir. Il faut que je time beaucoup mieux la durée de mes scènes. Il faut que j'utilise mes jokers pour, à certains moments, provoquer des trucs et pouvoir passer à autre chose. Et il faut que je cadre la partie avec ces deux choses-là. Et en fait, quand tu joues en full impro comme ça, il est très important de jouer avec une montre. Il est très important que toi, en tant qu'animateur, tu aies aussi une idée de la temporalité. Et ça, je l'ai un peu foiré ce soir, ouais. Mais après, je me suis un peu laissé emballer pour ta défense quand même, il faut savoir, scène. Plus les règles sont simples et plus elles demandent de l'improvisation, et plus nécessairement les conseils OMJ vont être importants. Oui. C'est pour ça qu'il y a eu des forums pendant des années pour parler de Donjons et Dragons et de comment maîtriser et de comment machin. C'est parce que justement, en fait, il y avait besoin d'une discussion sur les systèmes mis en place avec ces règles-là, quoi, tu vois. Donc, est-ce qu'on a fait le tour, Romain? Mais bien sûr, il y a des trucs qu'on n'a pas abordés. Je trouve ça passionnant. J'ai trouvé vraiment très intéressant. On a abordé plein de choses sur la culture de jeu et tout. C'était un excellent podcast. Merci beaucoup à vous tous. Les filles sont en train de dormir. Là, moi, j'ai bien aimé. Et je vais aller me coucher. Parce que je suis fatiguée. C'est ça. Siane, merci toujours un plaisir. Mais de rien, c'est trop bien. Merci Antoine, merci Globo. À vous, merci. À très bientôt tout le monde. Merci, portez-vous Globo. bien et surtout jouez bien. À bientôt. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.